Bonjour les amis et bienvenue pour une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, voilà, pour les vacances de la Toussaint. J'ai décidé de vous proposer une rediffusion d'une émission que j'ai enregistrée avec mon ami Damien de la séance de minuit. C'est une émission que l'on a tournée cet été sur sa chaîne. C'est une toute petite émission d'une heure finalement, c'est une émission de 3 heures, dans laquelle on a reparcouru l'ensemble des numéros du magazine que j'édite, Génération Cité d'Or. Et à travers chacun de ces numéros, bien, vous verrez, on a abordé énormément de sujets, en passant par l'ufologie, en passant par la cryptozoologie, en passant par les mystères, à tous les niveaux, voilà. Vous verrez, il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Et donc, comme je vous le disais, l'émission étant un petit peu longue, je l'ai divisée en deux parties. Donc là, vous allez voir la première partie, qui correspond à peu près au numéro 1 de Génération Cédor jusqu'au numéro 5. Et dans la deuxième partie, vous verrez les numéros 6 au numéro 11, qui est le dernier numéro de Génération Cité d'Or. Et d'ailleurs, à ce sujet, eh bien, comme nous fermons la société Fairycraft d'ici la fin de l'année, nous ne pourrons plus vendre de numéros de Génération Cité d'Or. Donc aujourd'hui, on fait un gros déstockage sur le site générationcitédor.com. Eh bien, si vous voulez profiter de ce déstockage, nous vous proposons un code de réduction particulier. Tapez miasme 2025 et ça vous permettra d'obtenir tous les numéros au format papier à 50% de réduction. Le format numérique et le format beau livre, eux, ne sont pas concernés par cette réduction, parce que l'objectif c'est vraiment de déstocker les numéros au format papier normal que nous avons. Profitez-en, parce qu'après, il n'y en aura plus, la société étant fermée. C'est une histoire qui sera ensuite derrière nous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez profiter de cette émission. Vous allez voir l'entretien. Là, je viens de le remonter par rapport à ce qu'on avait fait avec Damien, où j'ai intégré un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, vous y verrez des pages plein écran d'extraits de Génération Cité d'Or. Moi, je vous invite à faire des pauses sur image si vous voulez lire un peu le texte, voire même dans certains extraits, il y a des QR codes. N'hésitez pas à les flasher, comme ça vous verrez où est-ce que ça vous amène. Ça sera assez intéressant. Et puis voilà, profitez de cette émission. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous sur Miasme TV ou sur la séance de minuit. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Damien, je vous invite à vous y abonner. Allez, bonne séance de minuit. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis à nouveau avec Antoine de la chaîne Miasme TV. Bonsoir Antoine. Salut Damien, salut à tous, comment vas-tu? Ça fait longtemps, Et, c'est vrai? et ça fait longtemps, je crois que ça fait 1 an à peu près qu'on a dû faire une Euh, émission. ouais, depuis que tu es parti en Chine, c'est vrai que c'est plus compliqué de Effectivement, te ouais. capter, mais ça me fait super plaisir de repasser chez toi. Eh ben écoute, c'est très gentil. Moi, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir à nouveau. Et c'est vrai qu'on avait fait, ouais, je crois l'année dernière, une émission ensemble et on avait dû parler d'OVNI. Peut-être c'était peut-être la grande période avec Grush, il me semble. Mmh. On avait un petit peu, je crois que Jérôme était avec nous aussi. Donc, mais en tout cas, ce soir, on va à nouveau reparler de tous ces sujets qui nous passionnent, que ce soit les OVNI, les cryptides, les fantômes. Et d'ailleurs, tu as, toi, en plus de ta chaîne YouTube, tu avais également créé un magazine, hein, qui s'appelait Génération Cité d'Or, dans lequel Exactement. tu avais plein d'articles justement sur ces sujets-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec Génération Cité d'Or, Antoine, du coup? Mmh. Alors déjà, c'est un titre qui forcément qui te parle et puis qui parle aussi à tes auditeurs parce que, je sais que tu invites souvent, mon ami Rudy, qui est un Oui. passionné des mystérieuses cités d'or et donc, voilà, c'est un magazine que j'ai créé, avec un copain en 2019, donc ça va faire 6 ans, heu, où le principe était assez simple, hein, c'était de faire un magazine tel que moi, j'aurais aimé trouver un magazine, dans un kiosque à journaux avec, les sujets qui m'intéressent, donc des sujets de fond où les auteurs ont le temps de développer leur sujet, pas des sujets sur, 3 pages, tu vois? Et puis, à travers ma chaîne, à travers aussi j'avais participé à PTLV, la radio, donc Mmh. j'avais un gros carnet, d'adresses, on va dire, de conférenciers, d'auteurs, bon, voilà, ils ont participé pendant toute cette aventure. On a fait 11 numéros. En moyenne, il y avait 11-12 auteurs qui participaient à chaque numéro, des récurrents, la moitié de récurrents et puis après l'autre moitié
des personnes, ponctuelles, on va dire. Et donc on a eu plus d'une centaine d'auteurs sur les 11 numéros. Et c'est vrai on traitait un peu tous les sujets qui font aussi ta chaîne, hein, comme tu le disais, donc sur les cryptides, on a eu deux trois articles magnifiques sur les Bigfoot, Mmh. sur, forcément l'ufologie, le paranormal, mais aussi on allait du côté de la médiumnité, la spiritualité, l'archéologie, mystérieuse, archéologie interdite. On a eu aussi énormément de sujets là-dessus. Rudy a fait, aussi un sujet sur un Neuchâteau, alors je ne sais plus si c'était dans le numéro 4 ou le numéro 5. Donc voilà, alors c'est un numéro qui était à la base trimestriel et puis après ça s'est un peu Ouais. Il y en ça s'est avait un peu 3 par an rajouté, après. oui, c'est ça et puis à la fin, quoi, numéro 10 est sorti, tu vois, en décembre 2023, je crois. Oui. Le numéro 11 en juin 2024 5. Donc on a mis Mmh. 2 ans pour sortir le dernier numéro et c'est l'ultime numéro d'ailleurs. D'accord. L'ultime numéro parce tout simplement là, on ferme la société, parce que, on est dans une soci alors quand je dis on ferme notre société qui s'appelle Fairycraft et on est dans une société de consommation qui ne consomme plus de la lecture. Heu, on s'aperçoit vraiment, tous les éditeurs, j'en connais un certain nombre qui ont mis la clé sous la porte, les gens lisent de moins en moins, heu, même moi à mon niveau en fait, tellement occupé entre, à faire des vidéos, à préparer des émissions et cetera. On n'a même plus forcément le temps de lire. Je ne sais pas si toi tu arrives encore à prendre le temps de lire? Bah, écoute, Heu moi je prends le temps de lire effectivement, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué et je dirais que je tombe parfois dans la facilité aussi d'internet et surtout des podcasts, tu vois? Des vidéos que tu écoutes comme ça dans le noir le soir et c'est vrai que moi, souvent je me dis, «Tiens, j'ai un bouquin à lire» et puis finalement 5 minutes après, je suis en train d'écouter un podcast. C'est vrai que c'est un peu compliqué effectivement de se lancer aujourd'hui dans un livre, comme tu le dis, la vie est un peu à 100 à l'heure, tu as plein de choses à Ouais et mais puis bon, plus tu vieillis, plus plus le temps s'accélère, c'est horrible et ça c'est par cool, contre, ouais. il y a une vraie différence. Alors pour le coup, tu vois, moi je suis bien placé parce que je peux en parler. Autant je suis youtubeur, donc j'anime, comme tu le fais toi, Mmh. des talk shows avec des personnes, sur lesquelles on va aborder des sujets pendant 1 heure et demie, 2 heures, et puis, j'édite et parfois je le fais avec les mêmes personnes. Celles Mmh mh. qui écrivent dans le magazine, et celles qui sont sur la chaîne. Eh bien, c'est pas la même approche. Parce qu'en définitive, le principe de YouTube, tu sais, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre et on n'a pas forcément le réflexe de: «Allez, je prends ma souris, je fais une pause. Tiens, qu'est-ce qu'il a dit ce mec-là? C'est vachement intéressant. Ah ouais, c'est» tu vois? Et de cogiter sur ce qui vient d'être dit. Mmh. On l'a pas ce réflexe. Alors que sur un bouquin, quand tu prends un bouquin, ça c'était le numéro 1 par exemple, Le vin, ouais. tu vois? Hop, tu lis ta page et puis là, tu tombes sur un sujet qui est un peu bizarre et tu dis: «Ah tiens, ouais, quand même» et puis attends, tu relis pour voir, puis peut-être voire même tu reviens en arrière et tu vois? Et c'est pas du tout la même approche et du coup, ton cerveau, je pense qu'au niveau du cerveau, c'est pas les mêmes zones qui sont impactées et au niveau de la cognition et bien, tu retiens plus quand tu lis forcément que, quand tu es Mmh. abreuvé d'émissions YouTube. Je pense que pour retenir les mêmes choses en émission YouTube, limite, il faut l'écouter 3 fois l'émission YouTube et là, tu vois, le sujet est rentré. Alors que quand tu fais une lecture, une seule lecture te permet de retenir plus. Bon, Et peut-être aussi parce que tu as l'objet physique dans les mains et que tu as un support, tu vois? Peut-être qu'il y a est-ce que ça joue pas aussi d'avoir vraiment, tu vois, une connexion avec, l'objet et ce que ça te raconte? Moi, comme tu le dis, hein, toi, sur un bouquin où il va y avoir un article, un sujet qui va me passionner, toi, tu l'as dans les mains, tu peux comme tu dis, tu peux revenir en arrière, tu peux le reposer, le reprendre le lendemain. Une vidéo YouTube, bon, il faut revenir dessus, la réécouter, ou alors, comme moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas mal de gens avec qui souvent je partage les vidéos et on en rediscute. «Tiens, tu as entendu ce qui s'est dit là?» et du coup, la vidéo va vivre comme ça, on va dire 2 3 jours où on va, c'est un peu, ça. Mais débattre, dessus. mais ouais, mais alors voilà, c'est quand tu arrives à débattre sur une vidéo, que tu partages avec un pote qui a vu la même vidéo, là effectivement, on rentre dans le même phénomène que celui Mmh. de la lecture. C'est-à-dire que tu te remémores, ce qui a été dit, tu en tu vois,
en discutes avec quelqu'un, tu argumentes, tu contre-argumentes, voilà. Mmh. Mais quand il y a pas ce côté-là où tu creuses, bon, beh, tu oublies. Et donc pour te donner des exemples de ouais, de concrets d'articles, là, par exemple, tu vois, celui-ci, c'est un sujet Ouais. peut-être que tu as déjà abordé, Alors je ne l'ai pas abordé, mais moi, c'est un sujet qui m'a toujours fait peur, en fait. le Parce terrifiante que énigme des combustions humaines spontanées. ah mais c'est horrible ça. Moi, c'est tu sais que j'étais tombé quand j'étais gamin j'achetais Facteur X à l'époque et Oui, j'étais tout à fait. tombé sur un article de justement sur les combustions spontanées et il y avait une photo où on voyait un corps qui avait brûlé, mais les vêtements étaient restés intacts, en fait, dessus. Mmh mh. Les Alors objets autour, pareil. je sais pas si on va bien la voir là à l'écran, tu vois la photo qui est là? Ah ouais, ça Où devait être un on truc voit un comme pied, ça qu'on ah mais on c'est voit un mais ça m'avait pied, terrifié. tout à Et tu fait, sais qu'après j'ai et tu sais qu'après j'avais vraiment peur de que ça m'arrive en fait, parce qu'il disait que ça pouvait arriver chez des gens qui étaient genre stressés ou qui tu vois, qui étaient, et du coup ça me stressait encore plus. alors, ce qui est vachement bien quand tu travailles avec des auteurs ou des conférenciers, c'est que ce sont Mmh. des personnes qui, sont pas des journalistes. J'ai rien contre les journalistes, au contraire, hein, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. Mais ce sont pas des journalistes, c'est-à-dire tu passes pas une commande en disant: «Tiens, fais-moi, un article sur le sujet des combustions spontanées, fais-moi une synthèse» et cetera. Ça va être quelqu'un qui va avoir fait une recherche, tu vois, pendant des années sur le sujet, qui va vraiment l'avoir creusé et cetera, et du coup, c'est pas du tout la même approche. On sent que la personne, elle est habitée par le sujet qu'elle traite, Mmh. et c'est on va vraiment plus profondément, dans le vif du sujet là. Bon, déjà chaque article c'est plus de 10 pages, donc tu vois, il y a vraiment de quoi, Mmh. et sur cet exemple là des combustions spontanées, bah, faut savoir que les premières combustions spontanées ont été documentées en Italie, je crois que c'était 17e siècle, quelque chose comme Ah ça. ouais. Bon, j'ai plus forcément la date en tête parce que forcément là 2019 ça commence à faire, mais on retrouve dans une littérature du XVIIe siècle un Mmh. acte policier où en fait, il y a une dame, une noble, qui s'est retrouvée brûlée, complètement dans sa chambre. Le Ouais. mobilier, lui, n'avait pas brûlé. Alors j'avais fait une reconstitution, tu vois, comme ça, donc là, elle avait brûlé dans son lit, mais le mobilier autour était juste noirci, il avait, noirci de suie, mais il avait pas brûlé. Il avait pas brûlé, ouais. C'est ça qui est fou, tu vois? C'était pas un feu dans une chambre, c'était juste la personne qui avait brûlé de l'intérieur, qui avait fondu, voilà, et ça avait été, noté dans un acte officiel, et donc on trouve c'est ça les premières traces, c'est, voilà, 18e siècle. Ah ouais, c'est incroyable. Donc Mais c'est ouais. c'était pas un mythe urbain en fait, hein, ce sont vraiment et c'est pas, parce que tu sais l'exemple, c'est de dire: «Oui, mais c'est parce que c'est quelqu'un, il fumait, il s'est Oui, endormi, sa il s'est cigarette, endormi avec sa clope et puis ça ouais, ouais. et puis, ben non, parce que si tu t'endors avec ta clope, et ben, tu as ton lit qui va prendre feu, tu as les draps, tu vois? Tu as tout en fait, tu as toute ta chambre, elle va être alors que là non, c'est vraiment la personne qui Mais comme si c'était une réaction, atomique, tu vois? ouais, mais qu'est-ce qui pourrait justement expliquer que tu puisses prendre feu de l'intérieur comme ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait de la graisse dans le corps humain, qu'il y ait un tu vois, que ça fasse un Oui, la réaction, elle doit se passer comme ça, mais c'est créer l'étincelle oui, qui c'est ça. qui Qu'est-ce c'est qui en fait, c'est vraiment c'est pas tu vois, c'est pas des flammes qui encore une fois, hein, qui va tout brûler, tu brûles de l'intérieur. Je pense c'est une espèce de ouais, de réaction atomique qui fait que tous tes atomes, rentrent en combustion. La raison, beh, personne la connaît. Alors il y aurait heu, dans ce que dit l'auteur, il y aurait peut-être une raison qu'il aurait trouvée du côté de, on va dire, des religions, hindouistes ou bouddhistes. Ce serait une montée de Kundalini. Heu, mmh donc la kundalini, tu sais, c'est la comment dire? Le chemin de tes chakras, et ouais, il y aurait une espèce comme ça de concentration énergétique, qui se serait libérée, rapidement, et qui viendrait, heu, faire provoquer, fondre tes voilà. Alors
du côté des Cathares, des Bogomiles, il y avait ce qu'on appelle le baptême du feu. Et ce baptême du feu, en fait, c'était que les parfaits qui pouvaient atteindre, alors c'est un terme, hein, c'est moi je l'appelle le baptême du feu, mais il y a un terme bien spécial où, eh bien, justement la personne qui atteignait la perfection et qui pouvait se détacher de toutes les choses matérielles, avait cette espèce de baptême du feu qui lui permettait ensuite de partir, de fusionner dans les étoiles et cetera, et ça se produisait comme une combustion spontanée. Alors est-ce que c'est une étape, tu vois, spirituelle? Je sais pas. Mmh. En tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est pas un truc qu'on a envie de vivre. Bien non, on n'a pas envie de lever, mais moi ce qui m'interpelle toujours avec ça, c'est qu'on n'a pas l'impression que la personne soit en feu, en fait, qu'il y ait vraiment des flammes. C'est comme une Non. combustion intérieure. Parce que si tu étais en feu, en fait, je pense que tu paniquerais, tu serais en train de courir chez toi, donc ça pourrait mettre le feu au rideau ou Mmh. des choses comme ça. Là, on sent que c'est vraiment une source de chaleur qui est liée, en fait, à là où se trouve ton corps. Donc comme tu l'as dit, ça va noircir les éléments autour, mais ils vont pas prendre feu. C'est pas comme s'il y avait des flammes, en fait, Mmh. Ouais, donc c'est c'est là que instantané. c'est Alors moi, ma petite théorie là-dessus, qui est tout autre, hein, en tout cas, je sais pas si elle est exacte, mais ça c'est une théorie qui me séduisait, c'est la théorie des trous de verre. ouais. Est-ce que finalement, ce serait pas une personne, tu sais, heu, il se produit, des trous de verre un petit peu partout dans l'espace, et il peut y avoir aussi des trous de verre qui peuvent se créer, sur Terre, c'est extrêmement rare. Et le principe des trous de verre, hein, c'est que ça relie 2 dimensions. Genre Stargate, quoi. Genre Stargate, alors, c'est Einstein, je pense, c'est souvent celui qu'on cite, hein, qui imaginait les voyages spatiaux à travers, les trous de verre, tu sais, l'espace-temps qui se Oui, qui relie contrait, 2 points, en et ouais, fait, c'est ça, mmh. voilà. Et donc en tout cas, ça a été démontré qu'il existe, dans l'univers, qu'il existe effectivement ces trous de verre qui permettent de faire ces passerelles, ces raccourcis entre, soit entre 2 distances très éloignées, soit entre 2 espaces, parallèles. Alors est-ce que Mmh. c'est pas justement, bêtement, la personne qui a croisé un trou de verre à ce moment-là, et le fait que ça se passe, en plein dans son corps, tu vois? Que le trou de verre se forme dans son corps, est-ce que c'est pas ça qui crée cette réaction et qui fait que, il brûle? Oui, Voilà. c'est pas très rassurant. Bah, ce qui est Oui. pas rassurant, tu sais, quand tu commences à creuser le sujet des disparitions, inquiétantes et sérieuses, Ouais, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder sur ma chaîne parce qu'en fait, heu, on dirait pas comme ça, mais heu, en France hein, ouais. il y a 50 000 personnes qui disparaissent tous les ans. Sur les 50 000, il y en a 40 000 qui sont retrouvés, Mmh. et il y en a 10 000, On sait pas. on ne sait pas, et personne n'en parle. Alors il y a peut-être des gens qui choisissent aussi, de changer d'identité, de peut-être quitter complètement, Mmh. leur famille et leur milieu pour, vivre ailleurs sans le dire. Enfin, tu vois, ils ont leurs raisons. Mais c'est vrai On le qu'après il y dit a aux des choses parents. à ouais, c'est très compliqué, hein. Mais moi, j'ai souvent, parlé de cette anecdote, que tu m'avais racontée quand tu parles de disparition mystérieuse, parce qu'on avait, tu sais, abordé ça une fois sur une des émissions qu'on avait faites, où tu m'avais expliqué qu'il y avait, un couple de personnes assez âgées qui étaient dans une maison et genre, je crois que c'était le vieux qui va dans la salle de bain en pleine nuit et en fait, Mmh. il disparaît et la maison est genre fermée et on sait pas où il est pas et je l'ai raconté mais une dizaine de fois sur les lives ça parce que j'ai trouvé que c'était effrayant, quoi. C'est C'est genre, ça. comme tu le dis là, est-ce qu'il tombe dans une espèce de trou de verre, tu sais, de faille Mmh. temporelle qui s'ouvre et puis, c'est bizarre quand même. Mais tu sais que moi, c'est arrivé à une amie à ma mère où son père était assez âgé et en fait, on il a disparu, totalement disparu. Ils l'ont jamais retrouvé. Ils ont fait des recherches et cetera et puis ils se sont dit: «Ah ben il a dû tomber dans le fleuve qui était là à côté», mais Ouais, c'est ils ont ça, jamais ouais, quoi. Cette jamais vieille personne, ouais, mais ils ont jamais trouvé de corps, ils ont jamais rien trouvé. Il a disparu comme si pouf d'un coup, c'est incroyable. ouais, ouais. Ouais, c'était Marie Roca qui avait raconté ça, mais dans un des articles, je sais plus dans quel numéro c'était, où, elle a traité sur 2 numéros des disparitions comme ça mystérieuses. Heu, ouais, c'est vraiment quand tu traites le sujet,
Quand tu creuses le sujet, c'est très, très, très c'est très Ah bah, bizarre. c'est flippant parce que tu te dis: «Mais où vont ces gens?» Tu vois? Dans quoi ils atterrissent, où ils se retrouvent. Moi, ça me rappelle beaucoup d'ailleurs les émissions de Lionel Cammy où, Ah, bah, parfois je cherche l'extrait justement. Mmh. ça frise avec le paranormal, avec, des gens qui des fois, alors comme cette histoire du gamin qui avait été retrouvé, qui avait disparu quelque temps et quand il est revenu, il a dit qu'il s'était retrouvé dans une grotte avec une espèce de créature, un peu style extraterrestre ou autre. Enfin, c'est des fois, c'est très étrange, ouais. Par Mmh. quoi sont-ils enlevés? Moi ça me Mais fait voilà, peur il y a ces ouais, histoires-là. il y a un vrai sujet de fond sur les disparitions, Mmh. c'est alors après tu peux partir sur plein de délires, hein, c'est tu Bah, sais là, il y a délire tout. le délire des vampires, mais il faut bien qu'ils se nourrissent, ces petites bêtes. Genre, ils vivent parmi nous et puis des fois, ils prélèvent quelques, spécimens humains pour se nourrir. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'aime bien l'histoire quand même des failles, tu sais, qui s'ouvriraient. Bon, après, Mmh. je suis pas croyant à 100 là-dedans, mais je me dis que c'est assez flippant, quoi, tu vois? De se dire que, je sais pas, tu marches et d'un coup, et je me souviens, il y avait eu une émission sur BTLV, j'avais dû t'en parler, mais j'arrive pas à me souvenir laquelle c'est, ni à retrouver qui avait parlé de ça. C'était une femme qui expliquait qu'à un moment donné, pareil, en pleine nuit, alors je sais plus si elle racontait ce qu'elle avait vécu ou ce qu'elle avait entendu dire et une personne qui se levait la nuit, genre pour aller aux toilettes, tu vois? Et qui connaît bien sa maison, donc des fois, tu sais, tu allumes pas ta lampe, tu sais que tu fais, 10 pas pour aller là, tu tournes là, enfin, puis tu connais un peu, toi, ton environnement et là, la personne avait fait ça, mais elle s'est retrouvée dans un espèce de grand rien, tu vois? De Mmh. marcher pendant des heures et des heures dans le vide. Elle était plus chez elle, il y avait plus de mur, il y avait plus rien et ça m'avait fait flipper ce truc-là, tu vois? C'est Et il y a dingue, il y a plein d'histoires, comme ça, heu, je crois que c'était, en Ardèche, où, alors je crois que c'était André Douzé qui nous avait raconté ça. Je sais plus, qui ça concernait, mais l'histoire c'était à peu près ça, c'est quelqu'un qui se promenait dans c'est pas les montagnes, c'est en Ardèche, tu sais, c'est un peu vallonné, donc il y a Mmh. des voilà, il y a des petites montagnes, des petits monts, donc sur un chemin qu'il connaissait par cœur et puis, bah, ce jour-là, le chemin, il change quoi, et elle le reconnaît pas, tu vois? Ouais, Elle le reconnaît pas et puis plus elle marche, plus la faune, la flore pardon, lui paraît bizarre, tu vois? C'est quelqu'un qui est habitué à reconnaître, bah, tu sais quand tu vas te promener dans ta forêt qui est à côté de chez toi, tu reconnais les fougères, tu reconnais bah, oui, oui. les essences d'arbres et cetera. Là, elle découvrait voilà, de nouvelles fleurs et cetera et puis au bout d'un moment, elle arrive, au bout du chemin et elle tombe sur une chaumière qu'elle avait jamais vue, jamais Ouais, et là, il y a c'est pareil, il y a quelqu'un qui sort de cette chaumière, qui lui parle. Elle comprend pas ce qu'elle dit. Du coup, elle fait demi-tour, elle revient sur ses pas, donc le lendemain ou plusieurs jours plus tard, elle réessaye de repasser par là et jamais elle retrouve, la même situation et il y en a deux trois cas comme ça en France, qui sont, assez connus, pour ceux qui s'intéressent sur le sujet. Bon, le plus connu, c'est le mystère du Petit Trianon. Ça, il y a oui, Elisabeth Kalini qui en a mmh, énormément parlé, tu sais, ce sont ces 2 les Anglaises anglaises, qui oui, ouais, qui se promènent, et puis qui à un moment donné, c'est au début du XXe siècle, que voi et puis à un moment donné, elles tombent sur des gens qui sont habillés, mais habillés, 2 siècles plus tôt, quoi, se dit: «Ah bah tiens, il y a un bal costumé», tu vois? mmh, Et puis non, non, ça a pas l'air d'être des touristes, elle voit des serviteurs, alors je sais plus qui elle croise, je crois qu'elle croise une dame, avec qui elle parle et puis, elles se comprennent, mais, elle sent qu'il y a voilà, il y a quelque chose qui matche pas et en fait, ce serait une des preuves, en tout cas un des témoignages de déphasage temporel. Parce que là, pour le coup, elles auraient franchi, voilà, une petite capsule temporelle qui les aurait ramenées, 2 oui, oui. siècles plus tôt, ouais. Ouais, c'est comme s'il y avait 2 mondes, en fait, qui se superposaient, enfin 2 des espaces-temps, en fait, qui se superposent et qui parfois laisseraient passer, tu vois, il y aurait une sorte de porte à un moment donné, enfin quelque chose qui fait que ils arrivent
à passer au travers, en fait, comme s'il y avait un voile, ouais, c'est très très étrange, effectivement. D'ailleurs, on peut même se demander, est-ce que les gens qui disparaissent, puisque tu en parlais juste avant, ne se retrouvent pas finalement bloqués dans des temporalités différentes, Mmh. C'est comme là, la personne dont tu parlais en Ardèche qui se retrouve, potentiellement, j'en sais rien, 100-200 Peut-être ans que tu t'es avant. retrouvé au Moyen Âge, ouais, c'est Dans ça le et Moyen puis Âge, au ouais, final, et alors là, elle a réussi à revenir, mais imagine ceux qui ne reviennent pas, tu vois? Pour X raisons, ouais, ça, alors c'est vrai que si c'est et alors oui, alors après si on pousse le délire encore plus loin, si elles ne reviennent pas, elles vont dans le passé, elles ne reviennent pas et puis elles sont un peu cortiquées, elles vont dans le passé avec une connaissance moderne, quel est mmh. l'impact? Tu vois? Est-ce qu'elles vont pas du coup, modifier le futur? Ah oui, ouais, ouais. Si toi demain je te catapulte au Moyen Âge, bon si tu Mmh. arrives à ne pas être brûlé, brûlé, assassiné, machin, est-ce que tu es pas capable de, bah, de modifier le futur? Parce que déjà, tu vas arriver avec tout un lot d'idées, tu vois? Et oui, Tu tu vas tu influencer tu l'environnement. même si tu t'y connais pas en agriculture, tu vas voir un mec qui avec son soc à charrue, tu vas lui dire: «Attends, il y a mieux, quoi». Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et oui, tout Tu ce que ne tu ne serait-ce qu'en termes de santé publique, tu vas expliquer, au gars du coin qu'il vaut mieux faire des canaux avec de l'eau qui coule, et qu'il y aura moins de maladies et donc moins de morts et qu'il va plus prospérer. Quoi, tu vois que voilà, c'est si tu arrives à passer entre les mailles du filet et pas te faire, brûler pour, hérésie, sorcellerie, bah, tu modifies le futur mmh. et donc si Ouais, tu c'est vrai. modifies le futur, après on est toujours sur le système des trames temporelles du coup. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que comme il est venu dans le passé, il a modifié le futur, du coup il existe plus, donc du coup il n'est pas passé dans le passé, tu vois? Bon, moi je suis pour la théorie des multitemporalités. Mmh. Et à chaque fois, C'est-à-dire ça ouvre en fait c'est ça. Il y une a une trame nouvelle, 0, branche. Mmh. il y a une trame 0 qui est la trame de référence, qui ne connaîtra jamais les voyages dans le temps, parce que c'est la trame 0 et après dès que, le voyage dans le temps est inventé et qu'il y a un saut dans le passé ou dès qu'il y a un accident temporel, ça crée une Mmh. une trame, N+1 quoi, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, à chaque fois, ça superpose comme si c'était des couches en fait, à chaque fois qui se superposaient, ouais. Mais Alors ça me après rappelle, peut-être qu'elles peuvent fusionner, mais ouais, est-ce qu'à certains moments, elles refusionnent pas ensemble? Je sais mmh, pas, ouais, c'est très étrange. Mais ça me rappelle, tu sais, dans le roman de Bradbury où, tu as des chasseurs, donc du moderne qui partent à l'époque de préhistorique pour aller tuer, des dinosaures et puis finalement, il faut surtout pas, tu sais, qu'ils touchent l'environnement à part aller voir ou alors ils vont pas chasser, mais ils vont voir un dino, enfin, je sais plus ce qui se passe et à un moment, ils reviennent dans le présent avec leur machine et tout a changé et en fait, il y en avait un qui regarde sous sa botte et il avait écrasé un moustique et c'était ouais, c'est le ça. petit moustique qui allait tout modifier, Mmh, mmh c'est mh. je trouvais ça assez fascinant cette histoire-là. Donc oui, un tout petit truc peut tout remodifier effectivement, ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir aux disparitions mystérieuses, je sais pas si tu avais connu, le documentaire Missing 411 de, David Paulides, Non. qui est un ancien, je crois qu'il travaille dans la police et puis en fait, il s'est passionné justement pour les mystérieuses disparitions qui ont lieu aux États-Unis, tu sais, dans les parcs nationaux et lui, bah, voilà, il découvre qu'il y a des choses qui sont vraiment étranges. Je veux dire, par exemple, des victimes qui sont retrouvées dans des endroits, mais totalement impossibles d'accès, des déplacements totalement inexplicables, tu vois, en peu de temps. C'est-à-dire que, tu vois, il est vu à un endroit, puis en fait, il est vu par d'autres personnes, mais genre en 10 minutes, alors que c'est un truc qui aurait pris des heures à faire. Il y a plein de choses, comme ça où, tu sais, des vêtements qui sont retrouvés, disposés bizarrement, c'est très bizarre, en fait et ça fait assez peur, quoi, donc moi, toutes ces disparitions mystérieuses, ouais, à chaque fois, je me dis: «Mais c'est assez incroyable, Mmh. Mais oui, la bilocalisation, c'est pareil, il y a eu des cas assez documentés de personnes, c'était surtout des religieux d'ailleurs, qui ont été Mmh. vus au même moment, mais à 2 endroits complètement, différents Ah oui, de genre Padre Pio, quoi. Je sais qu'il avait voilà. ce Ah ouais. mmh mh. 2 endroits complètement différents de la planète, ouais. Alors là, dans le numéro 2, c'est l'un de mes préférés celui-ci. Mmh mh. On va dire le troisième dans mes préférés.
Il y a un article là sur l'Écosse qui est vraiment génial. J'ai une autrice qui s'appelle, Véronique Cardrenvat, qui est une baroudeuse et qui, sur chaque numéro, en fait, nous a fait, un carnet de voyage. Et donc D'accord. là, elle a été en Écosse. Donc ça, c'est le numéro de, tu vois, automne 2019. Donc ça Ça date un peu. remonte. Mmh. Ouais, ça remonte et entre autres, elle a été, voir la chapelle de Rosslyn. C'est cette petite chapelle qui est là en bas, Ouais. et dans cette chapelle de Rosslyn, heu, il y a, des comment dire? Toute une série de cubes qui sont sculptés à l'intérieur de la chapelle et qui sont sculptés d'une façon, très particulière. Il y en a 213 Mmh mh. et il y a un chercheur qui a réussi à trouver, à quoi correspondaient ces cubes. Il a compris qu'en fait, c'était une partition musicale qui Ouais. avait été gravée à l'époque, alors la chapelle de Rosslyn, elle date du XIIe siècle, tu vois? Donc ça s'appelle, ce système s'appelle la cymatique et ce qui était intéressant, c'est que dans le magazine, tu vois, je mettais des QR codes. Alors là, je Mmh sais mh. pas, hop, si ouais, si ça va bien passer comme ça à la caméra. Si vous flashez ce QR code, bah, ça va vous envoyer sur un site où, le chercheur qui a découvert la clé pour pouvoir, interpréter ces 213 cubes, il en a fait une musique et du coup, je l'ai mise en lien et Mmh. quand tu écoutes cette musique tout en lisant l'article, ça donne une autre dimension, tu vois, à la lecture. Et je voulais, en venir à ça, c'est-à-dire que j'ai, intégré dans ce magazine, ce système un petit peu particulier où je mettais dans chaque page, finalement tout un tas de QR codes pour pouvoir envoyer soit à un site, soit une vidéo, soit une musique, soit un livre, quoi, un complément de lecture. Parce qu'en définitive, quand moi je faisais des mises en page, et bien pour vérifier, tu vois, voilà, je découvrais des pépites et je me suis dit: «C'est quand même dommage que ces pépites, je ne me fasse pas profiter tout le monde». Et donc, je les intégrais aussi comme ça. Donc il y a 2 lectures dans ce magazine. Tu as la lecture papier que tu peux compléter après avec la lecture, à travers, les QR codes que tu peux visiter. Et D'accord. ça donne une autre dimension à la lecture. En fait, moi, je rêve d'un magazine à la Harry Potter. Le magazine interactif avec, ouais, Ouais, oui, les images qui bougent, c'est ça, c'est juste génial, en forme holo, ouais. Et en Écosse, il y avait un autre sujet qui était sympa, c'était la pierre de Cochno. Alors la pierre de Cochno, là, elle est toute petite, la photographie, je vais essayer de l'approcher. Tu vois, c'est ouais, pareil, c'est une pierre où tu as des cupules et où tu as des gravures spiralées d'accord. et où tu as tout un tas de gravures que des historiens ont pas ou des archéologues ont pas encore réussi à interpréter et personne ne sait pourquoi cette pierre qui est assez grande se retrouve comme ça avec des spirales. Alors attends, je vais, Et elles sont heu, d'origine humaine ces spirales? On peut pas ouais, imaginer que ce soit un voilà. phénomène, Regarde, je les ai dû à mis l'érosion ou? sur la colonne verte. Tu vois, tu as cette spirale-là. Ouais, ouais. Tu vois, elle est Ah pas, oui, d'accord, oui. Oui, là, elle est oui, pas on voit que c'est d'origine humaine et mmh. là, il y a des empreintes de pieds et si tu arrives à voir les orteils, il y en a Ah oui, oui, 4, on voit, ouais, il y en a ouais. pas 5, tu vois? Mais ce D'accord. sont des empreintes, ce sont pas des gravures, là. Donc c'est-à-dire que c'est Ah des oui, c'était personnes très avec bizarre. 4 orteils qui ont mis leurs pieds dans une roche qui devait être molle, parce que c'est une empreinte. D'accord. Tu vois? C'est super étrange. Mais comment Ça c'est veut mais di cette pierre, elle a été analysée pour, voir ce que c'était? Est-ce que c'est une
C'est quoi? C'est une pierre artificielle qui était molle à la base et qui a durci? Comment c'est? Non, non, c'est une vraie pierre. Mais ça, si tu arrives à trouver la réponse à cette question, la question que tu viens de poser, je pense que tu vas, donner la réponse à des milliers de chercheurs sur des milliers, de mystères archéologiques. Ou, Mmh. en définitive, heu, beaucoup de mystères archéologiques s'expliqueraient si les pierres avaient la capacité de mollir et de se raffermir. Mmh. Voilà. Par exemple, les Heu, pyramides, tu penses un peu à tous ces trucs-là? Pourquoi pas? voilà, à tout, tu sais, les fameuses pierres de, en Amérique du Sud, c'est pas Aruyapaya ou un truc comme ça, où en fait, elles sont toutes tellement, bien encastrées les unes dans Ouais. les autres, qu'il passe pas une feuille à cigarette, dedans, heu, qu'à un moment donné, la seule explication, en tout cas si, on part de l'axiome, les pierres, on peut les ramollir, du coup on peut les mouler et ensuite on peut les raffermir, ça expliquerait énormément de choses. Mmh. Il y aurait des explications, en tout cas les chercheurs qui essayent de trouver, alors les chercheurs, peut-être pas officiels, hein, qui essayent de trouver une solution dans ce sens-là, essayent de trouver une solution avec le son. Tu sais, il y a la fameuse légende des trompettes de Jéricho, hein, où, ils font 7 fois le tour de la ville de Jéricho en sonnant de leurs trompettes et puis les murailles s'effondrent sur elles-mêmes et ensuite ils peuvent envahir, Jéricho. Heu, mais en dehors de cela, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mystères, archéologiques qui seraient résolus si on pouvait démontrer qu'on a la capacité de pouvoir ramollir du grès. Ça c'était du grès, hein, tout simplement, Mmh. et de pouvoir ensuite le raffermir. Ouais, parce que c'est vrai que comme tu le dis, quand on regarde des reportages sur, ces grands murs en Amérique du Sud, alors c'est quoi? C'est pas Maya, c'est, enfin, c'est ce qu'on retrouve vers Cusco et tout ça là. Il y a des immenses murs énormes avec ces pierres qui s'emboîtent parfaitement comme tu dis, il y a même pas de jointure, en fait, de mortier, c'est tellement incroyable et puis, ce qui est rigolo, c'est que quand tu regardes ces reportages, des fois les pierres, elles font un peu bomber, tu sens que c'est comme si elles avaient gonflé en fait, comme tu le dis, c'est vrai que ça Ouais, c'est c'est assez ça. Il y a des petites, oui, il y a des sur les pierres, alors il y a des trous forcément, mais il y a le contraire du trou, c'est-à-dire qu'il y a une petite je sais pas comment l'appeler ça, une bombure, je sais pas si ça se dit en mmh. français. Tu te dis: «C'est tu peux pas le graver quoi, c'est pas quelque chose que tu peux graver». Tu vois? Tu peux pas graver une pierre complètement droite et puis ensuite, à un moment donné, tu graves une excroissance et puis après tu la regraves, droite. Ouais, Heu, ouais, ça fait carrément comme un puzzle géant, en fait, de pièces qui s'emboîtent. Je crois d'ailleurs que tu avais fait dans un des avec un des magazines, on pouvait commander un espèce de mini mur comme ça, tu te souviens? exactement, bah, je l'ai, attends tiens, je l'ai pas très loin, je vais te le montrer. Et on voyait justement cet effet-là, Alors pour le coup, le mini mur, il est démonté, hein, parce qu'il y a mon fils qui a joué avec. Et tu vois, c'était effectivement alors ça, c'était un artisan qui faisait des reproductions, 3D de, bien justement de pierres ou d'objets, d'artefacts, et donc c'est, une exacte reproduction, et là, alors hop, ici on voit forcément, tu vois, les petites encoches comme ça, pour que les trucs puissent s'emboîter, complètement. Alors je sais pas si dans celle que j'ai prise, non, j'ai pas d'excroissance, mais effectivement l'idée c'était d'avoir ici une petite excroissance comme ça, mmh. mais comme si elle avait été collée, alors que non, c'est pas ni collé ni gravé. Tu as plus l'impression en fait qu'ils ont fait du macomoulage. Je sais pas si tu as fait du macomoulage quand tu étais Ouais, jeune? ouais, 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 carrément, ouais. Là où tu versais le truc dans un espèce de C'est machin ça. en Donc latex, sur le comme ça. sol, tu vois, ils font une espèce de dalle avec un trou, hop, macomoulage, ils attendent que ça durcisse, ils relèvent la pierre et là forcément, bah oui, elle a son excroissance parce qu'elle a été Elle moulée s avec le trou qui était dans le sol. mmh. Mais Ouais, c'est vrai que c'est particulier. Moi, ce qui m'avait toujours fasciné, ouais, c'est ce côté un peu bombé où tu as l'impression que les pierres, c'est comme si elles avaient fondu, en fait, tu vois, l'une sur l'autre, en fait. Il y a un espèce d'effet comme ça. Je sais pas comment expliquer ça, c'est très étrange. Mais oui, oui, oui,
Bah, c'était Jérôme, qui avait été filmer ça en Égypte, Mmh. effectivement, ou je sais plus sur quel, site, égyptien. À un moment donné, il filme ce mur-là et tu as l'impression que le bas de la pierre a fondu pour recouvrir C'est ça, la pierre du dessous. c'est ça, exactement. Comme si Mmh. en séchant, tu vois? Et ça faisait un peu comme un gâteau, tu vois? Il y a Mmh ce mh. truc-là qui gonfle un petit peu. Ouais, c'est très étrange, hein. C'est vrai que là, en termes de taille de pierre, de polissage de pierre, tu te demandes, mais comment ils faisaient avec les simples outils qu'ils devaient avoir, tu vois? Fallait vraiment, trouver quelque chose de super abrasif pour arriver à faire une pierre de ce genre. Enfin, c'est complètement dingue. Après, je sais qu'il y avait des légendes, hein. Il y avait, qui parlait soi-disant d'une plante secrète qui permettait de ramollir la pierre, comme tu le disais, tu vois? Genre, qui une Exactement. espèce de plante, tellement acide qu'elle aurait pu, rendre la roche malléable. Enfin, c'est complètement dingue, tu vois? C'est bien que tu en parles parce que, il y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça. Ah Donc c'est OK. très bien que tu en parles. C'est effectivement au Moyen Âge, il y a cette légende-là où les bâtisseurs, faisaient une espèce de bouillabaisse comme ça avec certaines plantes pour Mmh. pouvoir ramollir la pierre. Voilà. Et On puis retrouve ça dans c'est certains textes du Moyen Âge, mais plus personne sait faire ça aujourd'hui. ouais, c'est ça, c'est que ça s'est perdu, quoi. Enfin, si ça a existé, hein, évidemment, mais en tout cas, ce serait une technique, une connaissance, une technique qui aurait, disparu, quoi. Mais, c'est ouais, très étrange, effectivement. Bon, après, il y a toujours évidemment la théorie des anciens astronautes aussi, hein. Là, on pense à Van Daniken qui nous disait que possiblement, voilà, la taille des blocs et cetera était beaucoup trop avancée pour l'époque et que ça aurait été, évidemment une aide extraterrestre. Bon, ça ça Alors, reste fascinant, mais mmh, bon. ouais, pourquoi pas? Tu sais que là, moi, je suis toujours, attiré par ces théories-là, ufologiques, mais Mmh. hem, mais si on peut avoir, des explications, plus terrestres et plus simples et qui fonctionnent, j'aime autant. Tu vois, c'est pour moi, c'est moins délirant de me dire que, nos anciens avaient la capacité, avec une espèce de son, infrason ou je sais pas dans quelle gamme hertzienne, de pouvoir, justement, en fait, on est constitué que d'atomes, hein. Tu connais la blague qui dit que, il y a plus de vide entre les atomes, que de matière et donc c'est même un mystère de se dire: «Mais comment est-ce qu'on fait pour tenir sur notre chaise et pas tomber à travers?» tu vois? Mmh. Mais donc pourquoi pas, avec, tu vois, un certain son, une certaine fréquence, modeler la structure atomique de façon à pouvoir, plus souple. Ça me paraît moins délirant qu'effectivement une intervention, E.T. pour pouvoir, faire des actions là-dessus. Et après, pourquoi pas? C'est peut-être des E.T. qui nous ont donné la solution de le faire, Cette, stop. ouais, ouais, cette technologie-là. Mmh Mais moi, mh. j'avais entendu parler d'un truc, et j'arrive pas à remettre le nom dessus, mais je crois qu'il y avait un gars qui avait construit un espèce de truc en pierre avec des pierres géantes, je sais plus où c'est, et qu'il y avait des gamins à l'époque qui, soi-disant, l'avaient observé la nuit et ils avaient vu que le gars jouait une espèce de musique, en fait, qui lui permettait de soulever les pierres. Mais je sais plus où j'ai lu ça et à quoi ça se rapporte. Ouais, Heu, c'est ça pas me un truc qui avait été construit en Floride, un truc comme ça? Un mec qui avait construit un château, avec des grosses pierres et justement il avait, alors selon ce qu'avaient dit les gamins, il avait trouvé le moyen de faire léviter les pierres grâce à des sons en fait, d'accord. mais Bah, je connais pas l'histoire. je me C'est souviens cool. plus de d'où ça vient ce truc, il faudrait que je recherche. Mmh mh. Mais bon après, comme tu l'as dit, hein, il y a des hypothèses scientifiques qui expliquent que, potentiellement les Incas et les Égyptiens auraient pu faire de la pierre reconstituée, tu vois? Une espèce de béton, en fait, tu vois? C'est ce qu'on retrouve je crois qu'il y avait un gars qui avait fait une vidéo sur YouTube où il expliquait ça, pour les Ah pyramides ouais? d'Égypte, où ça aurait été une sorte de béton, genre il coulait un béton, ouais, dans un truc, dans un moule, quoi, en fait Mmh mh. mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas toujours pas En l'explication. un béton de pierre, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Dans le numéro suivant, le numéro 3, heu, le Ah, le Carré caressator.
décrypter. Alors j'en profite juste pour dire, bah, c'est dans le numéro 3 hein, que Rudy a hop, il a fait son article, hein, sur son livre «Anne le château, une histoire vraie». Je me demande si c'était pas le premier ou le deuxième e sur le deuxième ouvrage, je sais plus exactement et qui s'appelle, Magali Cazotte, Mmh mh. qui, aurait trouvé la solution du pourquoi du carré Sator. Alors pour ceux qui connaissent pas le carré Sator, c'est un carré, qu'on retrouve gravé comme ça sur certaines, à côté de certaines portes ou sur certains, bâtiments où la première ligne, il y a écrit SATOR. Ensuite, il y a écrit Arepo, A-R-E-P-O, Tevet, Opéra et Rotas. Et Rotas qui fait Sator quand tu lis dans l'autre sens. Mmh. Personne ne sait à quoi correspond, en tout cas les historiens n'ont jamais trouvé la solution du carré Sator. Heu, mon autrice, apporte une solution, heu, qui peut tenir la route, mais je vous la donnerai pas parce que je m'en souviens plus. C'est horrible, 2019 et ouais et je m'en souviens plus. Tu imagines? Comme quoi, même en lisant les trucs, alors, en lisant et en les montant, donc je l'ai lu au moins ouais, mais je ce dont je me souviens, c'est que son interprétation était vraiment, était béton et ça pourrait être la vraie réponse, du pourquoi du caressator. Beh, Mais il y a moi plein de moi trucs magiques comme ça. alors je sais que, bah, les gens qui ont vu le film de Christopher N de Nolan, tu sais, Tenet? Parce qu'on Ouais, voit en fait dans Sator, je crois que tu as ouais, il y a Tenet, Sator, Opéra, puis tu as Tenet et du coup, c'est bah, ça. voilà, il y avait, tout un truc quand le film était sorti où les gens cherchaient des explications grâce au carré Sator et moi j'en ai vu un de carré Sator à, justement pas loin de Rennes-le-Château dans l'Aude. En fait, à un moment donné, tu as ce qu'on appelle l'ermitage de Galamus là, qui est un espèce de truc dans la pierre qui est fabuleux à voir et tu as justement ce caressator qui est là et quand j'avais demandé l'explication en fait de ça, on m'avait dit qu'apparemment avec la en réarrangeant les lettres du carré, tu peux former une croix avec le mot pater noster, tu vois? Notre Père Alors et c'est pour ça effectivement, qu'on le il y a retrouve il y a dans ouais, il y a cette, interprétation-là qui est, aujourd'hui la plus courante, mais qui colle pas parce que le carré Sator est plus ancien mmh, que le paternoster qui a été en fait récupéré, par les chrétiens, mais pas par les chrétiens d'origine. Tu vois, le d'accord. paternoster, je crois, il alors, je sais plus dans quel, conclave ça a été, instauré ou l'édit de Nantes ou machin, je sais plus, En tout cas, tu vois, ça le paternoster viendrait du Moyen Âge, Mmh. alors que le caressator, serait beaucoup plus ancien, hem et donc l'interprétation est jolie, mais ce serait pas la bonne. En tout cas, c'est vrai que c'est assez, intéressant. On appelle ça un palindrome, je crois, quand tu peux lire comme ça, On peut donc lire dans les c'est 2 sens, ouais, ouais, voilà, c'est tout à fait. ça, ouais. Mmh. Mais ouais, encore Mais une, c'est le principe de tous les carrés magiques comme ça, il y a beaucoup de carrés magiques dans des écrits, médiévaux. Des fois, tu retrouves dans des livres, des voilà, des grilles comme ça avec des chiffres, qu'effectivement tu as l'impression de pouvoir lire dans les 2 sens. Tu sais pas pourquoi ils sont là. mmh. C'est du message crypté. Ouais, il faudrait après voir à quoi que ça correspond puisque du coup ça fait, bah, le on a dit ça fait Ténet, Sator, donc Rotas, Opéra. À quoi ça correspond tout ça? Est-ce que ça crée une sorte de phrase? Est-ce que tu vois, qui avait un sens à une certaine époque? Ouais, une espèce de symbole ésotérique, tu sais, qu'aurait je sais pas, Mmh mh. ouais, c'est très étrange, ouais. Ouais et puis pour dire quoi? Et pourquoi le mettre, sur, le devant des maisons? C'est peut-être pour protéger les maisons? Oui, il y avait peut-être un côté, magique comme ça qui Mmh. comme une espèce de talisman, Le tu vois? Un petit talisman, peu, ouais. quelque chose qui protégeait les gens, ouais, parce qu'il y en avait, comme tu dis, sur les maisons. Je crois qu'on le retrouve aussi sur des certains écrits, enfin, il y avait pas mal de ouais, c'est bizarre, ouais.
Je sais pas, ça restera un mystère. Et puis d'autant plus, c'est un mystère qui reste, on va dire géolocalisé, tu vois, France-Italie, tu vois, Mmh. on va dire, je peut-être qu'on en retrouve quelques-uns en Europe de l'Est, mais très peu et voilà, ça tu vois, ça grenouille autour de la France. Tu Ou vas pas alors retrouver pourquoi des pas, œcarisateurs en Chine, ouais, bah, ouais. Ouais, c'est ça, ou alors est-ce que ça fait partie d'une espèce de, j'en sais rien, par exemple de chrétiens, mais tu sais, une espèce de branche un peu particulière qui aurait, mmh. tu vois? Ah ouais, peut-être Et avec, une branche à ouais, part. une branche à part et ça permettait peut-être alors, soit c'était pour eux quelque chose de magique, soit ça permettait de se reconnaître, enfin, je sais pas, ouais, très étrange, ce Carisator, ouais, Mmh. donc Donc mais ouais, et elle, du coup, elle avait une explication selon toi qui était, ouais, encore ouais, ouais, différente de ça? OK. c'est ça. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, on peut le dire, là, il y a je crois, il y a une grosse promo, en ce moment sur les sur les Oui, magazines, oui, oui, sur oui, oui, ton site, oui. donc les gens peuvent C'est le ça, oui. retrouver. Ouais, vous pouvez le retrouver, alors soit en PDF, tous les exemplaires sont en PDF. Mmh. Heu, les exemplaires papier jusqu'au numéro 3 sont épuisés, donc vous ne pouvez les avoir qu'en beau livre. Donc c'est ce que je viens de présenter là, la Ouais, version, beau livre comme couverture ça, cartonnée, en couverture cartonnée. Sinon après en version papier, à partir du numéro 4 ou 5, il en reste encore. Ils sont à 5 €, parce que comme on va liquider la société, là d'ici le mois de septembre, voilà, là faut en ouais, il faut profiter tout pour, tout déstocker. OK. Parce qu'après je vais pas garder ça moi pendant des années, hein. Oui, c'est sûr, ouais. Plus de place chez moi, regardez. Bon, et ça va Donc devenir collector parce que c'est pas édité à des centaines de milliers d'exemplaires, donc du coup, non, 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 ça a été édité en fonction des numéros, c'était édité entre 700 et 1000 exemplaires en fonction ah oui, des quand même! Ah oui, ouais, c'était pas mal. plus les PDF. Mais, ouais. Mmh. Mais après ça sortait pas en kiosque, hein, on est d'accord? Ça Non, restait c'était ouais. uniquement sur le site, générationcitédor.com Mmh. où, j'avais même, créé un un mot, donc, qui c'est comment dire? Dont j'ai la propriété, qui s'appelle un mag e-book, un Magibook, MAG-e-book. Ah oui. Donc, quand tu le prononces un peu, rapidement, ça fait Magibook, voilà. Mmh. Donc, si tu tapes, mag-ebook.com, tu tombes sur générationcitédor.com, voilà. Et Mmh mh. Bien vu. c'était le Le Magibook. Magibook, le Magibook. Bah, tu sais, ça pourrait être ça le nom du fameux livre à la Harry Potter, c'est le Magibook quoi, tu vois? Le Ah oui, livre, carrément. Ah non, mais je te dis, ça m'avait fait rêver. Mais à un moment, je m'étais même renseigné, voir si, mais c'était trop de boulot. Il y avait déjà des applications qui permettaient de faire de la réalité augmentée, tu sais? Ah oui, ouais, ouais. Il y avait même McDo qui faisait ça à une époque. McDo, ils sortaient, une petite revue comme ça, tous les mois Mmh mh. et ils avaient fait un peu de réalité augmentée comme ça sur, leur revue. J'avais trouvé ça, très chouette et du coup, tu vois, tu prends ton téléphone, tu scannes et puis pouf, Et là tu as un truc qui sort, ouais. Ouais, ouais. c'est génial. Ouais, parce que Donc là, ça ça donne ah de la oui, dimension en fait à carrément, mais on y arrivera, hein, de toute manière, à ça. Je sais pas mmh. dans 10-15 ans, mais de toute manière, tu sais, dans tous les films de SF, alors tu vois ça aujourd'hui, c'est, l'hologramme qui est là, plus de L'hologramme, rétroaction, ouais. Mmh. on aura ça, hein, on va pas y passer. Alors dans le numéro suivant, celui-ci on l'avait appelé, Payenque, une histoire sacrée des Mayas. Donc ça c'est Joss, un ingénieur, à la retraite qui travaillait dans le bâtiment, dans Ouais. même pour une cimenterie. Je me demande s'il travaillait pas pour Eiffage ou quelque chose comme ça, qui, s'est, vraiment passionné sur le tard. Bah, une fois qu'il est rentré à la retraite, il s'est passionné sur toutes les civilisations comme ça, hem, comment dire? Amérindiennes et il les a regardées avec son œil d'ingénieur.
et il fait des constats et des découvertes qui sont assez incroyables, parce que finalement les archéologues ne sont qu'archéologues. Ils ne sont pas du tout ingénieurs, et Ouais. donc Ouais, mais ils il travaillent pas s'approche. avec des in ouais? J'ai l'impression qu'ils travaillent pas beaucoup avec d'autres corps de métier, les archéologues, malheureusement, parce Mmh. qu'il y a des choses vraiment qui tombent sous le sens, tu vois? Et s'ils travaillaient vraiment, de concret avec, tout un tas de corps de métier, pointus, il y a des solutions qu'ils auraient. Et donc, Joss, lui, bon, il a intervenu plusieurs fois sur la chaîne, et vraiment il s'interroge sur les tractations des, tu vois, des pierres, heu et donc il fait des calculs, de fou pour démontrer que: «Non mais les gars, attendez, raconter que les Gus, ils étaient, 50 à tirer un bloc de 3 tonnes avec même une mini pente, de 5°, c'est juste pas possible». Parce que déjà, pour qu'il y ait la possibilité de le faire, il faudrait un espace en largeur, assez impressionnant pour avoir le nombre de bonhommes, et cetera. Quoi, voilà, il est vraiment très, très, très fort, et il a participé à plusieurs, c'était un auteur récurrent, et vraiment à OK. chaque fois qu'il intervient, quoi, c'est bluffant. Il nous a fait un article sur Malte, il nous a fait un article sur, heu, comment elles s'appellent là, ces 2 îles qui sont dans la Méditerranée? Hem, c Non. quand ça me reviendra, je te dirai. Bon voilà, il est, assez bluffant, je vous le conseille. Mais c'était pas, de lui dont je voulais parler dans ce numéro-là. C'est juste comme il fait la couverture, du coup, je Mais juste pour ouais. revenir vite fait sur ça, sur, Palenque là, comme tu le dis, c'est pas là Mmh. où il y a un espèce de sarcophage où on voit comme une personne qui est assise, comme si elle était dans une sorte de vaisseau spatial ou un truc comme ça? Il me semble que c'est le même endroit, non? Avec comme des flammes, puis on a l'impression que c'est comme s'il était dans une fusée, en fait, et c'est ce que, et c'est une image qui est souvent mise en avant, et d'ailleurs je crois que c'est Van Daniken dont on parlait tout à l'heure qui s'était servi un petit peu de ça aussi pour, dire que, pour sa théorie des anciens astronautes, quoi. Que ça aurait été la preuve de contact avec des entités, venues d'ailleurs qui pilotaient des engins, il me semble que c'est là, mais je suis pas sûr. Ouais, exactement, je vais te la montrer, alors déjà, juste celle-ci là, cette pyramide-là, à Palenque, Mmh mh. et c'est là que tu te dis, à un moment donné, peut-être qu'on a été conditionné par nos dessins animés de notre jeunesse. On la retrouve ici, Ah oui. tu vois? C'est Ah oui. exactement la même, et Mmh. ça, c'est les Mystérieuses Cités d'or. Mmh. Ils ont vraiment, bah, tu vois, en 84, ils avaient déjà, cette photo des Mystérieuses Cités d'or. Alors, toi, ce dont tu me parles, c'est le roi Pakal. Oui, c'est ça, je crois, ouais, ouais. Ouais, et ah bah, je l'ai derrière moi, je vais aller te la chercher. Alors c'est pareil, c'était, donc mon ami Fred, shop-artefact.com qui fait ça. Je sais pas si on va bien la voir à la caméra, donc Ah est-ce oui, que là, on tu le la vois voit, bien? ouais. Ouais, ouais, on le voit là. Ouais, ouais. OK. Donc effectivement, cette stèle-là du roi Pakal, on a vraiment l'impression qu'il est dans un Non, vaisseau, ouais, c'est quoi, ça. prêt à décoller, tu as l'impression qu'il est sur un moteur avec des tubes, quoi, c'est juste, c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. C'est vrai que quand tu le vois, c'est, la première chose que tu vois, c'est un personnage qui pilote une fusée, Mmh, c'est assez carrément. dingue, ouais. Après moi, il me semble qu'il y avait toute une histoire où il disait que ça aurait été le roi qui était représenté comme tombant, en fait, dans quelque chose. C'est pour ça qu'il est à l'envers dans le truc, et que la flamme qu'on voit dessous aurait été l'arbre maya, enfin, qui Bah, était le symbole oui, parce que si des je tu sais pas veux, quoi. les archéologues, à un moment donné, ils sont obligés de se raccrocher à ce qu'ils connaissent, et donc ce qu'ils connaissent, c'est, effectivement les légendes, eschatologiques des Mayas, avec leur rapport avec l'au-delà, et cetera, avec les Mmh. dieux. Donc ils vont trouver du coup une explication. En fait, ils vont essayer de faire coller leur explication à l'image.
et jamais ils vont se dire: «Mais non, c'est un truc qui est c'est pas du tout ça, c'est juste une représentation effectivement d'un mec dans un jet ski, spatial quoi». Tu vois? Mais ça, ils peuvent pas aller là-dedans parce que ça remettrait tellement de choses en cause. Comment tu veux? Donc ils vont C'est sûr. plutôt dire: «Bah oui, il tombe, et comme tu le dis, il tombe, c'est les flammes derrière, donc ça ouvre la porte, entre le dessous, qui est l'enfer et puis, ouais, C'est vrai qu'on si on le prend au premier degré, on voit le vaisseau spatial, mais après, c'est vrai que si tu le remets dans le contexte un peu de l'époque, tu peux te dire: «Est-ce qu'ils essayaient pas de représenter une sorte peut-être de légende de ce roi?» Tu vois? Bon, c'est plausible aussi, hein, mmh, ouais, mais surtout que quand tu commences vraiment à creuser ces légendes, méso-amérindiennes, bah, ils te parlent quand même de dieux blancs, tu vois, qui viennent, sur le c'est quoi? C'est le Quetzalcoatl, c'est ça? Sur Mmh. le serpent ailé et cetera, quoi. Tu à un moment donné, ils te font des descriptions, 1 de vaisseaux, 2 d'astronautes et cetera et puis, ben non, ça peut pas être ça, donc on va dire ce sont des dieux. Ce sont des dieux qu'ils ont imaginés, mais Ouais, c'est vrai jamais qu'ils des ils parlent souvent de dieux venus du ciel, de savoir transmis et cetera. C'est vrai que c'est très intriguant, hein, ces civilisations-là, puis même, je crois que le site en lui-même, enfin, il est extrêmement complexe, tu vois? Je crois qu'il y a des espèces de trucs souterrains avec des systèmes, assez élaborés de je sais plus quoi, enfin, j'avais vu un truc là-dessus, bah, c'est un peu comme les pyramides en Égypte, en fait, c'est très intriguant, quoi. Tu dis que pour c'est l'époque, c'est ils étaient, c'est plus sacrément ouais, je pense que c'est plus intriguant que les pyramides d'Égypte en ah vrai, ouais? en Amérique du Sud, de mon point de vue, hein. Parce que tu les finalement, les gros sites vraiment intrigants en Égypte, c'est, Gizeh et donc les 3 pyramides, du plateau de Mmh. Gizeh. Là, tu as l'impression que chaque temple en Amérique du Sud, quoi, il y a un rapport avec, des dieux, mais voilà, c'est quand tu lis le truc, tu dis: «Oui, mais ces dieux-là, c'est pas si c'est pas que de l'imagination, quoi, c'était pas des auteurs de SF, en fait», tu vois? Beh, c'est vrai qu'ils avaient construit un lore, qui est extrêmement fourni et tu te dis que ouais, c'est on était presque dans du roman de SF, à Oui, l'époque, mais c'est ça, c'est incroyable, quoi. Ou exactement. alors c'est qu'on peut se dire qu'ils avaient tellement le temps de penser à tout ça, je sais pas en fait, c'est très intriguant, ça reste mystérieux, ouais. Mmh, mmh, mmh. C'est pour ça que les Cités d'or sont très intéressantes parce que ça reprend enfin le dessin animé, parce qu'il reprend un peu toutes ces idées-là, surtout la première saison où à un moment donné on retrouve carrément des extraterrestres et tout, hein, pour ceux qui l'ont Ouais, vu. ouais, il y a tous les sujets dans les Mystérieuses Cités Mmh. d'or, il y a vraiment tous les sujets, et c'est vrai que ce serait bien qu'on arrive à faire une petite émission avec Rudy, sur le sujet Oui. parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Ouais, c'est vrai que c'est prévu, j'espère qu'on arrivera à le faire, ouais. Surtout que les dernières saisons, ça amène jusqu'à Chambord et tout, enfin, ça va vraiment très, très loin, c'est, Mmh mh. assez dingue, ouais. Ah, la dernière saison, je fais une petite, digression, mais moi, quand j'ai vu la dernière saison, pardon, j'ai immédiatement pensé aux théories de Didier Colhac. Mmh, Vraiment, on était dedans, quoi. mmh. Ouais, dans ce numéro, beh, hop, c'était dans ce numéro-là, tu sais, Les Effacés de la Terre avec, Marie Roca, Ah oui, où, d'accord, OK. c'est dans ce Sur numéro-là les où disparitions. où voilà, disparition disparu en un clin d'œil. En un clin d'œil, hein, c'est Genre, paf, c'est ça. tu Et disparais. moi, je voulais venir, sur du cryptide. Ouais. On a commencé dans le numéro 3 à parler de certains cryptides. Donc c'est Axel Mazué, cet auteur, qui nous parlait là de l'Ukmar, le yéti d'Amérique du Sud. Alors ça, Donc je en fait, connaissais pas, bah, tu vois? et ouais, bah, sur chaque, continent en définitive, quand tu creuses, c'est pareil, ce sujet des cryptides, quoi, ce qu'on appelle des hommes sauvages velus. C'est Beh, on va s'apercevoir qu'il y en a sur chaque continent. Chaque continent a son cryptide, a son homme sauvage, velu,
Et ils ont tous un nom différent. Donc tu vas en retrouver sur le continent asiatique, tu vas en retrouver sur le continent Mmh. américain, tu vas en retrouver en Russie, etc. Donc en Amérique du Sud, ça s'appelle un ukumar. Et donc là, on a tout un témoignage. Là, ce qui était intéressant, c'était le témoignage euh, d'un capitaine de police qui avait fait la Ouais. rencontre avec cet ukumar. Tu vois, dès qu'on parle de personnes un peu officielles, de suite, on met pas forcément leurs paroles en doute. Alors que quand c'est le dernier peon du coin, on va dire: «Bon, lui, il a trop picolé». Et là, dès que ce sont des gradés et cetera, ah oui, c'est peut-être vrai. Attends, je regardais dans le numéro 3. Je crois qu'on avait dressé la liste de tous les noms de D'humanoïdes, poilus, d'humanoïdes. Donc il y a de forcément grande taille. tu connais quoi? Que le Bigfoot, Ah forcément, beh, il y le a le Yéti. Bigfoot, ouais, le Yéti, après je crois qu'il y en avait un, comment j'ai oublié le nom, Ah mais ah, Loukoumar, j'avais pas entendu parler de ça. c'est il y avait un cas très connu, Ah, l'Almasty, il y a ouais, c'est ça, l'Almasty aussi. c'est ça, Mmh. Almasty, ouais. Qui vivait carrément, qui côtoyait des humains, hein. C'est-à-dire qu'il y a ils travaillaient, il me semble, dans certains villages pour faire des tâches un peu robustes et cetera. Bon, puis ils avaient été, petit à petit, massacrés, on va dire. Mais, il y en a dans il y en a, partout. Ah Ah, tiens, il y en a en France, le ouais. crétin des Alpes, tu connais l'expression Oui, oui, crétin des crétin Alpes? des oui, oui. En fait, un crétin des Alpes, c'est un homme sauvage velu D'accord, qui vivait dans les Alpes. et il y a réellement une légende là-dessus? Il y a vraiment Il y a d'un réellement effectivement une légende là-dessus, tout à fait. ah, je savais pas ça. Et au Moyen Âge, il y a des tapisseries en France, où on retrouve des tapisseries Ouais. avec des gravures d'hommes sauvages velus. Tu as vraiment l'impression de voir une espèce de Bigfoot comme ça, sur les gravures. Ah Et ouais? il y aurait même un comment dire? Un événement un petit peu particulier, alors je sais plus, ça se passait au Moyen Âge, où, heu c'était des nobles qui s'étaient, déguisés, pour une fête en hommes sauvages velus. Et il y aurait eu, le problème, c'est qu'ils avaient mis sur eux des costumes d'hommes sauvages velus qui étaient un petit peu inflammables. Mmh. Il y en aurait un qui serait approché trop près de la torche, qui aurait pris feu, qui aurait mis le feu à d'autres convives, quoi. Ça a été un vrai massacre. Mais, comme quoi la notion d'homme sauvage velu, elle était bien ancrée dans les mœurs jusqu'à une certaine époque. Et en France, voilà, l'homme sauvage velu, c'était, on en voyait, en tout cas, on connaissait encore leur existence au Moyen Âge. D'accord. Ça, j'étais pas au courant, tu vois? Pour le crétin des Alpes, là, effectivement, c'est, très intriguant. Parce que moi, en ce moment, je suis en train de travailler sur un bouquin où je répertorie un peu toutes les légendes urbaines et cetera, et D'accord? j'ai été tombé sur le Yowie, en fait, qui lui est l'homme sauvage velu, mais en Australie, dans Ouais, toutes tout à fait. les traditions aborigènes, en fait. Ça, c'est Ah ouais. super intéressant aussi, ouais. Mais j'essaie de retrouver, mais peut-être qu'on le verra c'est peut-être dans un autre numéro, on avait à un moment donné cartographié, un peu toutes ces légendes-là. Et il y en avait aussi en Chine, Mmh. hem, comment ça s'appelle? Au Tibet, il y a, Bon, tu vois, c'est le Yéti, c'est le plus connu. c'est le Yéti, ouais, et en Chine, je sais plus comment il s'appelle, le Yeren, un truc comme ça, je crois, je sais plus. Mmh, Mais il y en a, ouais, il y en a pas mal par là en Asie, il y a beaucoup d'histoires, même au Japon, hein, l'Ibagon, tout ça, c'est pareil, ça fait on peut le penser que c'est une sorte de Bigfoot, en fait, version japonais, en fait. mmh mh. Ouais. Donc finalement, c'est quoi leur origine? Ce sont des humanités qui, des branches, tu vois, qui ont à un moment donné, survécu jusqu'à une certaine époque, et puis qui ont, à force d'être chassés, se sont réfugiés dans un biosme, de plus en plus étroit. Et puis, bon, ils ont fini par être complètement massacrés ou complètement, Alors soit peut-être. c'est ça, soit est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des une lignée d'hommes préhistoriques qui a réussi à survivre,
tu vois? Jusqu'à un certain moment avant de disparaître parce que plus de descendance, tu vois ce que je veux dire? Et Oui, qui à un moment donné, côtoyaient l'humain. oui, et Je sais puis que à force de se reproduire entre eux, tu vois? Est-ce que quand tu ouais, fais pas du brassage génétique, ça a pas de il y a aussi, quoi, tu ça a une série terminé aussi de l'espèce, ouais. Mmh. d'espèces, tout à fait, ouais. Mmh. Après je sais qu'il y a beaucoup de théories scientifiques, hein, pour expliquer tout ce qui est Bigfoot et autres, et eux prétendraient que ce sont en fait, simplement des ours, tu vois? C'est-à-dire une mauvaise identification d'un ours, bon après c'est vrai que Non, ça c'est sûr que c'est sûr que c'est si tu veux, ce qui est, tu ou remarqueras, des singes aussi, ouais, on a tendance à prendre nos ancêtres pour des crétins et pas des Alpes, hein, pour de vrais crétins. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand ils donnent une explication et que nous, c'est pas une explication qui est moderne ou qu'on peut reproduire et cetera, on se dit: «Oui, bon, c'est parce qu'à l'époque, ils savaient pas trop, ils se sont trompés, ils ont confondu avec des ours». Attends, je pense que justement, s'il y a bien, une, qualité qu'ils avaient par rapport à nous, c'est qu'ils étaient proches de la nature, c'est qu'ils devaient savoir distinguer un ours de d'autres choses. Alors que nous, les ours, on les a vus, dans les zoos ou sur des pochettes Panini, tu vois? Donc je pense que, voilà, si non, si à l'époque, s'ils ont témoigné comme, étant des hommes sauvages velus, c'est que c'était une certaine humanité, heu, qui existait encore. ou ou est-ce qu'on peut pas justement dans le c'est intéressant parce que rien que le homme sauvage velu, est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit des hommes qui à un moment donné ont choisi de quitter la société telle qu'elle était, de vivre de façon sauvage, tu vois? Et puis velu parce que, portant une peau de bête ou tu sais complètement hirsute, et puis que du coup de là naît cette légende, de l'homme sauvage velu N du non, non, c'était heu, vraiment une pilosité qui était surabondante, vraiment, ouais, que ouais. l'homo sapiens sapiens a perdu, du fait de sa modernité, à un moment donné, on a remplacé notre pelage par, du pelage synthétique ou du pelage Mmh. d'autres animaux, donc on n'avait plus besoin, ça c'est je pense c'est l'évolution naturelle de l'homo sapiens sapiens, tu vois? Mmh. Et Mais on c'est vrai peut que moi je me suis imaginer ouais. qu'on était beaucoup plus velus, il y a très longtemps. Ah oui, c'est pas impossible effectivement, ouais. Et après nos conditions de vie ont fait on s'est modifié et qu'on a plus besoin d'avoir tous ces poils. Mais, moi je me suis toujours demandé si ces histoires de Bigfoot ou d'hommes sauvages, c'était pas un peu aussi, une sorte de fantasme de l'homme, tu sais, d'imaginer qu'il est encore possible de vivre hors toutes les normes de la société, tu vois? En dehors de tout ce qu'on s'est fabriqué et de se dire que, bah, potentiellement, il y en a encore qui vivent, tu sais, comme avant, tu vois? Avant qu'on crée toutes ces règles, tous ces trucs-là, tu vois ce que je veux Alors, dire? Et que toutes ouais, ces civilisa je te dirais oui, si on avait que cette image du fameux Bigfoot qu'on voit aux États-Unis là, qui marche un peu, où tu as l'impression que c'est un bonhomme qui a mis, un costume, ah oui, un oui, le costume fameux de Bluff Creek là, un truc comme ça, je crois, ouais, ouais. de Walking Dead. Mais le truc, c'est que justement quand tu t'intéresses au sujet, que tu grattes sur chaque continent, tu as cette légende-là, tu vois? Mmh. Et puis elle date pas, c'est pas une légende qui date d'il y a 20 ans ou 50 ans, tu tu retrouves dans des vieux livres historiques, bah, tu vois, tout à l'heure je te parlais du Moyen Âge en France, il y avait pas ce syndrome de l'homme moderne qui veut retourner, Mmh. vivre dans une grotte pour fuir la civilisation. Ça c'est un truc qui est très moderne comme syndrome. Mais moi, ça me rappelle une histoire, alors je sais plus, j'avais interviewé quelqu'un l'année dernière, je crois, l'homme loup de Retz peut-être? Un truc comme il me semble que c'est ça. Où à un moment donné, il y avait cette histoire d'une créature qui vivait, justement dans la forêt et elle a été capturée, tu vois? C'est-à-dire qu'il y avait un château et je sais plus exactement le contexte, faudrait revoir la vidéo et je sais qu'il l'avait chassée, c'est genre à court avec des chiens et tout et en fait, c'était un vrai homme qui justement vivait de façon sauvage, tu sais, qui était, recouvert de Mmh peau de mh. bête et cetera et qui vivait dans la forêt. Mais je sais plus exactement quelle période c'était, ça devait être, peut-être après le Moyen Âge, je sais plus. Mais c'était intéressant en tout cas,
Parce qu'eux pensaient vraiment que c'était un animal, tu vois? Au début, les gens étaient effrayés, ils pensaient voir une bête, tu vois, humaine marchant sur 2 pattes et en fait, quand ils l'ont attrapé, c'était juste un Mmh. homme. Ça, Ouais, ouais. c'était super Non, intéressant. je pense qu'on est au-delà de cela et que, c'est vraiment des observations qui sont faites sur le long terme, le très long terme, tu vois? Mmh. On n'est pas sur quelque chose de ponctuel. Mais ça me rappelle un peu, tu sais, ce film qui s'appelle Humain, je sais pas si tu l'avais vu avec il y a Laurent Deutsch, bon, c'est un film français, hein, mais c'est pas forcément bien foutu, mais le contexte est intéressant parce qu'il t'explique que, je crois que c'est justement vers les Alpes, il y aurait eu bah, en fait, des hommes préhistoriques qui auraient survécu et qui vivent, entre eux, tu sais, assez éloignés, qui parfois kidnappent, en fait, des gens, c'est un voilà, humain, vous pouvez essayer de le retrouver. Bon, ça a pas fait grand bruit parce que c'était pas forcément terrible, mais le principe est super, quoi Mmh. et ils sont gardés, protégés par la population locale, en fait. Il fait tout pour pas qu'on sache qu'ils soient là et cetera. Donc ouais, on peut imaginer que ce soit à un moment donné une lignée d'hommes préhistoriques qui a survécu et puis et qui a peut-être créé ce mythe-là, tu vois? Je sais ouais, c'est très intriguant effectivement. Ce qui est intriguant, c'est de le retrouver partout, en fait. C'est ça qui est C'est ça. Mmh. mais bon, l'humain reste l'humain avec ses ouais, son imagination, je sais pas. Ça reste, très mais Mmh. aujourd'hui, on n'a plus Alors de signalisation de non, Bigfoot, de il y a créatures plus c'est ça le truc, c'est qu'il y a plus rien depuis, j'allais dire depuis une trentaine d'années, mmh, peut-être même une quarantaine d'années, il y a plus rien. Après les espaces, tu vois, se réduisent de plus en plus. mmh. Tu vois, en France, où est-ce qu'ils pourraient se cacher? Si, peut-être dans des immenses forêts, il y a toujours peut-être un moyen, mais Ouais, mais c'est pareil, les forêts, il suffit même prenons les États-Unis où il y a quand même des superficies de forêt qui sont énormes, mais tu as quand même aujourd'hui des drones, tu vois? Tu as des caméras de chasse, tu as tout ça, tu as mmh, des chasseurs dedans, tu sais? Qui sont maintenant, qui quadrillent tout, bah, ouais. Bah, tu sais que moi j'ai mis ma caméra de chasse, je suis pas chasseur, hein, je suis juste chasseur d'images. mmh J'en mets une dans ma forêt à côté de chez moi, en me disant: «Peut-être qu'un jour, je vais pouvoir choper un» ben non. Non, non, j'ai ma dernière acquisition, c'est un blaireau, mais c'était un vrai. Ouais, c'est ça, c'est que tu te dis qu'effectivement, aujourd'hui, il reste quand même très peu d'endroits qui sont sauvages, à 100 et malgré tout, on retrouve rien et c'est pareil, regarde, par exemple, pour le Bigfoot, pourquoi on n'a pas retrouvé de crâne, de pelage, enfin de poils qui auraient été pris dans des barbelés, dans des choses comme ça, tu vois? Un Mmh ani mh. potentiellement un spécimen mort, bon après, il faut croire à la Alors le théorie de, Bigfoot, on aurait récupéré des empreintes. ouais, Il y a eu des moulages, d'empreintes. Alors après, c'est toujours pareil, hein, est-ce que ce sont des vrais bah, c'est ou des ça. faux? Voilà. Parce que dans ces domaines-là, il y a énormément de fake, il y a énormément de choses Mmh. comme ça Alors, aussi. C'est vrai que ça, je te c'est je te parle de récupération dans les années 50, donc ah c oui, mmh, tu vois, mmh. c'est pas quelque chose C'est de pas récent. récent, ouais. Mais même à l'époque, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui sente le filon venir, et puis qui va aller faire Ouais, des 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 empreintes traces, mmh. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que souvent, aussi, quand tu recroises, les sites géographiques où il y a des apparitions d'hommes sauvages velus, mmh mh, il y a aussi des manifestations ovnis. mmh, Et dans la fameuse forêt de Cannock Chase, hein, le fameux numéro 1, qui était dans le qui premier, ouais. était dans le premier, ouais, où il y a des donc pas mal d'apparitions ovnis. Il y a aussi il y aurait une apparition soit d'hommes sauvages velus, soit je me demande même si c'est pas plutôt de loups-garous. Et en tout cas, voilà, il y a toujours, sur ces sites-là, c'est un peu des sites qui concentrent, je sais pas, comme si c'était des sites énergétiques, qui concentrent les types d'apparitions. Et c'est vrai que dans cette forêt, il y a vraiment tout, quoi, parce qu'il y a, comme tu l'as dit, cette créature. Alors, on ne sait pas si c'est un Bigfoot ou un loup-garou, mais en tout cas, c'est une bête qui fait, je sais pas, 2-3 mètres de haut avec des poils noirs, et puis, soi-disant, on entendrait des rugissements étranges dans la forêt qui sont impossibles à identifier. Il y avait, je crois qu'il y avait les enfants avec les yeux noirs aussi dedans, Oui, oui, qui oui. apparaissent, face aux promeneurs en disant: «Est-ce que vous pouvez m'aider?» Puis hop, ils disparaissent, tu sais? Donc là, ça nous ramène
peut-être à ces histoires d'enfants aux yeux noirs qu'on retrouve aux États-Unis, parce que, Cannock Chase, c'est en Angleterre, hein, et il y a des fantômes aussi, je crois qu'il y a des fantômes de la Première C'est Guerre ça. mondiale qui apparaissent. Il y a des histoires de sorcières, il y a les ovnis comme tu le dis. Donc c'est vrai que C'est bien, c'était, tu bien ton sujet, ah ben, moi c'est je mais exact le c'est ça, ouais, ouais, elle est très intéressante cette forêt, ouais. c'est exactement ça. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Effectivement, Mais après la forêt en elle-même déjà est bizarre, donc tu dis que tu vas juste te balader dedans, c'est propice à y voir tout et n'importe quoi parce ah, qu'il y a il y c'est aurait très brumeux, c'est des enfants comme ça avec ces yeux noirs ah là, c'est horrible. voilà. Il y aurait eu un tueur en série qui aurait tué ces 4 gamins, Ouais, encore pire. voilà. Il y aurait, effectivement ah oui, ah celui-ci je l'adore. Ah je l'avais complètement oublié. Hem, un homme cochon. Ah énorme. Ah Alors ouais. ça c'est une sculpture, là si vous flashez le QR code, je sais pas si ça marche, hein, vous allez tomber sur, l'atelier de l'artiste qui a créé cette sculpture en fonction des témoignages, donc d'hommes cochons. Tu imagines? Ça fait un peu Donc penser, tu sais, l'homme cochon, ça fait un peu penser à ce truc-là c'est pas le Dogman, mais c'est le comment il s'appelle? Le Goatman, c'est l'homme chèvre là. Donc à se demander si là-bas, Canal Chase, ils ont pas l'homme Pigman, tu sais? mmh, mmh mh. Alors ils auraient vu aussi, donc ça c'est une reconstitution, hein, mais, tu vois Mmh. l'espèce de lycanthrope, là comme ça. Qu'est-ce que non, il y avait tout, dans ce sur cette zone-là. Ouais, il y a des histoires de rituels occultes et tout aussi, enfin c'est très bizarre, hein, comme, Il y avait un crash d'OVNI aussi, bon, ouais, c'est la totale, hein, je c'est vrai. Il y a tout à l'intérieur, ouais, de cette forêt. mmh Mais en tout cas, et il y a eu des émissions TV là-dessus et tout. Enfin, c'est pas un truc, comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment connu pour être un lieu, soi-disant hanté, mmh et pour revenir sur le Bigfoot, du coup, bah, c'était dans le même numéro où on avait effectivement fait tu vois, là, je te parle des Ah oui, empreintes. les moulages. Ouais, ouais. Ouais, il y a des moulages d'empreintes, ouais, voilà. Oui. Donc ça, c'était, ouais, bah, ça a été fait à cette époque-là, et qu'est-ce que je voulais te montrer aussi? Ah oui, donc je te parlais du coup en France, hop, regarde les 2 gravures. Donc là, hop, si je te montre déjà celle-ci, on voit une Ah famille ouais, de d'hommes sauvages, tu vois? Et puis là, sur ouais. cette tapisserie aussi. Ah ouais, elle est très intrigante. La grande tapisserie, elle est super intrigante parce que Mmh mh. alors à moins que ce soit vraiment un pyjama spécial, mais c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est cinglé, hein. Voilà Ah et ouais. puis, il était courant d'avoir des enlèvements de jeunes femmes par des hommes sauvages, velus. Bon là, tu vois, ici, c'est la petite miniature qui est là. Mmh. C'est Alors ça, une c'est marrant. miniature d'un livre du Moyen Âge, tu vois? Ça, c'est marrant parce que j'avais fait une émission justement avec Christian Doumergue qui nous disait que, dans les Pyrénées-Orientales, il y avait cette fameuse légende alors c'était soi-disant C'est celle-là. des ours qui venaient kidnapper en fait des femmes à un certain moment de l'année, Mmh mh. mmh, Un marfolate, ça s'appelle. d'accord. Ah Voilà. c'est alors va te demander si c'est pas justement ces fameux humanoïdes, alors soit des hommes préhistoriques ou autres qui avaient besoin à un moment donné de sang neuf pour pas que ça tourne un peu en rond, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh mh. Et Alors, tiens, là, j'en ai plusieurs. Donc j'ai le marfolate en Europe, j'ai le pongoïde, j'ai le basa jaune du Pays basque, OK. tu vois? Il y avait même des hommes sauvages velus, gnomiques ou des nains sauvages velus. Voilà, il y a et ce qui a pu aussi alimenter, tout heu, comment dire? Tout l'imaginal, du petit peuple, des gnomes, tu vois? Mmh. Des farfadets, des lutins, et compagnie, hein. Mmh. Au bout d'un moment, c'est rentré dans la légende, donc on a imaginé que c'était des petits êtres qui n'existaient plus, mais peut-être que finalement, il existait, tout ce petit peuple-là, à une époque. Mmh. Ce serait chouette ça, ça fait rêver.
Bah, c'est vrai que sur tous ces sujets-là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait rêver, tu vois? Il y a ce côté un peu, c'est l'imaginaire qui rentre en place, tu sais? On s'imagine des mondes peuplés de choses, de créatures, qui sortent totalement de l'ordinaire. Ouais, c'est fascinant, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Ouais. Allez tiens, si on passe au numéro 5, là Alors celui-ci, c'est un numéro numéro 5. un petit peu particulier. Numéro 5, il est sorti en été 2020, donc il y a 5 ans. Alors Jimmy Gueux. Mmh. Ouais, et il y a 5 ans, c'était les 20 ans de la disparition de Jimmy Guilleux, donc qui est décédé en 2000. Donc là, ça va faire 25 ans cette année et j'ai 2 auteurs qui ont fait un article sur Jimmy Guilleux. Stéphane Royer, qui est notre auteur qui nous a écrit, dans tous les numéros des sujets sur l'ufologie Mmh et mh. il nous a d'ailleurs fait toute une série d'articles sur l'ufologie en Russie et dans les pays de l'Est et c'est incroyable, ce qui se passe, ce quand on parle d'ufologie, souvent c'est l'ufologie américaine, quoi. C'est en Ouais. limite, on parle que de ça, un peu d'ufologie anglaise, en France, si on a deux trois caves à Lençol, plus les triangles qu'on traversait, mais bon, voilà, mais en Russie, c'est incroyable, tous les phénomènes, ufologiques qu'il y a pu y avoir. Il y a eu des crashs aussi en Russie. Mais simplement, tout a été mis sous couvercle. C'est Mmh. c personne n'en parle, il fallait surtout pas que ça se sache. Depuis quelques années, ça commence à sortir, tu vois? Mais, il y a c'est même plus riche, si vous vous intéressez à l'ufologie. L'ufologie, russe et c'est des pays slaves, est beaucoup plus riche que l'ufologie américaine. Mais du coup, comment on peut, discerner justement ce qui est vrai, ce qui est faux dans tout ça? Parce que ça peut alimenter énormément de fantasmes aussi. Parce que tu dis la Russie, bah, déjà qui est une superficie énorme et il y a très peu de choses qui en sortent. Tu sais, c'est un peu comme la Chine, tu vois? C'est très compliqué d'avoir des infos comme tu le dis. Donc, moi je sais qu'il y avait des histoires autour du lac Baïkal avec des soi-disant ovnis, il y a bah, c'était pas là, bah, c'est Bah, c dans un de bah, tes ça c'est numéros? numéro 11, ouais, ça c'est dans le Voilà, dernier c'est dans le numéro. dernier que j'ai lu ça, avec justement à un moment donné, ça m'a vachement intéressé, des créatures géantes, qui étaient dans le lac et que, des soldats essaient d'attraper. Oui, bah, je l'ai lu cet après-midi, quand tu oui, oui. C'est ça, ouais, ouais. Mmh. Ah ouais, il y a tout un pan de l'ufologie qui s'appelle les OANI, pour, les Mmh. objets aquatiques, non identifiés, où, effectivement, il y a en fait, en Russie, il y a des lacs qui sont tellement grands, qui font quasi la superficie j'allais dire, peut-être pas de la France, mais tu vois, d'un petit pays et donc il y a des choses qui s'y planquent, là-dessous, ouais. Mmh. Il y a beaucoup de témoignages, de gens qui voyaient entrer, sortir des choses et on a même une toile, de 1800 et quelques, qui a été peinte parce qu'il y avait, 3 grosses boules qui sortaient du lac et donc tu as un artiste, local qui en a fait une peinture. Hem et puis, peut-être qu'on le verra dans le numéro 11, il y a, là, c'est dans la mer Baltique, où, il y a, un objet énorme qui a été découvert, par une équipe de chercheurs de trésors. À la base, ils pensaient que c'était un navire et puis ils se sont aperçus que c'était pas du tout un navire. Ouais. Et puis quand ils ont commencé à prendre, à s'approcher de l'objet, il y a eu beaucoup, beaucoup de pannes, matérielles. Donc ça a été très compliqué de pouvoir s'approcher. Alors, ça ressemblait à un immense bloc de pierre, en fait, comme si ça avait été là depuis tellement longtemps que, tu vois, ça s'était, la sédimentation avait tout Mmh recouvert mh. et à un moment donné, on voit une photo du sonar de l'objet. Écoute, on a l'impression de voir le Faucon Millenium. Vu d'en haut, on a l'impression de voir le Faucon Millenium. Donc on peut dire: «Oui, c'est pareidolie et cetera». Sauf que, dans cette photo de sonar, on voit une espèce de traînée comme ça rectiligne sur, plusieurs centaines de mètres
Ouais. comme si le truc s'était craché et là où c'est Ah encore oui, plus qu'il avait extraordinaire, laissé, ouais, c'est ça, en fait, on voit 2 traînées rectilignes, comme si il s'était craché, qu'il y a une partie qui, s'était séparée au moment du crash et avait, pris un certain angle et puis la partie principale, l'autre angle. Parce qu'en définitive, eh bien, on voit des photos de ces 2 objets qui se ressemblent d'ailleurs, hein. Les 2, je vous dis, vus d'en haut, ressemblent au Faucon Millenium. mmh. Et elles sont à quelques centaines de mètres l'une de l'autre et surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit ces traces-là comme ça, qui se rejoignent à un moment donné. On voit le vraiment, tu vois, on peut pas dire autrement, quoi, c'est un point d'impact. Donc tu as des géologues qui ont essayé de donner des explications, c'était pas bon, tu as des archéologues, c'était pas bon, tu as à un moment donné, on s'est dit: «Oui, c'était la Russie qui, mettait pendant la guerre, des espèces de balises pour pouvoir, faire des espèces de filets anti, sous-marins et cetera». Mais non, c'était pas ça, quoi. Tu vois? Ils ont essayé de passer tout en revue Mmh. et puis, ah si, ils ont quand même pris un morceau de roche qu'ils ont fait analyser. Cette roche, qui n'en était pas, était une espèce d'amalgame de plusieurs composants qu'on utiliserait nous aujourd'hui, dans la construction de nos fusées. Pour D'accord. pouvoir, tu vois, c'est un alliage, qui résiste aux entrées des quoi, aux chocs thermiques et cetera, qu'on utilise dans la construction, Mmh. aérospatiale. Bon ça, tout ça, c'est dans le numéro 11, c'est Stéphane Royer qui en parle, mais c'est fascinant, ouais. Ce qui se passe en Russie, c'est fascinant et là, dans ce numéro 5, du coup, on a voulu revenir sur, ce bonhomme-là qui, si vous le connaissez pas, Jimmy Guilleux, c'est vraiment le père, de l'ufologie en France. Il a passé toute sa vie, en fait, à essayer de pouvoir, découvrir, creuser le sujet, chercher, en fait, c'est un chercheur en ufologie, il a écrit d'ailleurs énormément de livres. Si tu vois derrière la Ah colonne, oui. où tu as le Moai, tout ça, plus ici, là, ce sont des livres de science-fiction, anticipation qu'il a écrits, mais parce que, c'était plus facile de faire passer ses messages à travers comme ça des nouvelles de science-fiction, par rapport aux découvertes qu'il faisait, plutôt que d'écrire, brut de fonderie. Il a écrit 3-4 ouvrages où ça traite vraiment d'ufologie, mais après il a fait essentiellement que de les comment dire? Des Du roman, romans, quoi. Mmh. des romans d'anticipation, où il passe plein de messages, à l'intérieur et D'accord. heu et vraiment il est incontournable en France et donc le deuxième auteur, c'est Charlie Sanson. Là aussi, c'est un auteur, qui a écrit à peu près dans tous les magazines. C'est un vieux monsieur, qui a 97 ans, cette année, Mmh. qui a rencontré, Jimmy Guilleux. Il a été copain avec Jimmy Guilleux, et ils ont fait de la radio ensemble. Il nous raconte une anecdote qui est assez succulente où, heu, un jour, ils reçoivent un appel d'une dame qui fait de l'écriture automatique et qui, leur dit qu'elle est contactée par, je ne sais plus quelle, entité, extraterrestre. Ça se passe dans l'Aude et que ces entités, extraterrestres sont d'accord pour pouvoir, la rencontrer elle, cette personne, cette dame et les personnes de son choix. Mmh. Alors elle reçoit cette écriture-là, ça en écriture automatique, D'accord. tu vois? Donc on n'est pas effectivement dans l'écriture, latine, on va dire Oui, oui, c'est bizarre, ouais, comme, et donc ils devaient heu, elle devait leur donner rendez-vous pour cette rencontre, du troisième type, mais les entités, lui avaient demandé, de leur dire qui participerait à cette rencontre. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils voulaient savoir qui participerait à cette rencontre. Donc il y mmh. avait, cette dame-là. Ah non, ça se passe pas dans l'Aude, c'est la dame, elle s'appelle Aude, pardon. Ah Elle s'appelle OK. Aude. Donc il y avait Aude, il y avait,
Charlie Sanson et sa femme, Jimmy Guilleux et sa femme et 2 amis de Jimmy Guilleux, qui devaient donc, venir à cette rencontre. Mmh mh. Le matin de la rencontre, il y a eu un changement, c'est-à-dire que l'un des amis de Jimmy Guilleux, n'a pas pu venir et a été remplacé par, une autre personne que Jimmy connaissait pas, qui était un petit peu bizarre, limite ça faisait, quelqu'un du ministère, tu vois? Qui était Ah oui, d'accord, ouais. qui Qui était s'est là, infiltré, qui s'est infiltré parmi infiltré eux, quoi. OK. et donc ils reçoivent, les instructions de la dame pour pouvoir, aller au point de rendez-vous. Alors il faisait d'ailleurs très froid et cetera, parce que c'était en janvier ou en février et puis au final, je te la fais courte, hein, sinon on y passerait des heures. Mmh mh. Au final, ils les entités ne viennent pas, donc tout le monde repart, déçu, et Jimmy demande à Odd: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tu nous as amenés en bateau?» «Non, non, j'ai reçu un message, comme quoi il ne viendrait pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas prévu, qui n'est pas le bienvenu». Ah. Voilà. Alors qu'elle, elle n'avait pas vu, encore, voilà, elle savait pas, à part, Jimmy et puis, Charlie, elle connaissait pas les autres, donc elle savait pas Mmh mh. si celui qui était venu était bien celui qui devait venir ou pas, tu vois? Voilà. Donc, est-ce qu'elle était vraiment en communication ou est-ce que tout se passait dans sa tête? Mais c'était Ouais, c'est une étrange. anecdote assez sympathique. Donc oui, bah, oui, Jimmy Guilleux, tu vois, c'était il y a 25 ans maintenant. Ouais, puis il y avait il avait fait aussi une série documentaire, hein, Les Portes, Oui, comment ça je sais plus comment ça s'appelait. les portes du réel, je crois, non? Les Portes du réel, ouais, quelque chose comme ça, sur lequel Mmh. il explorait évidemment, tous ces sujets-là, aussi, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Je sais plus si c'était Les Portes du réel, attends. Il y avait d'ailleurs, je crois qu'il y avait un truc sur Rennes-le-Château aussi, Ah bah, c'était un grand spécialiste de Rennes-le-Château, ouais, ouais, tout à fait aussi, Jimmy Guilleux, tout à fait. ah, Les Portes du futur, je crois que c'était Pour le ça. futur? Les Portes du futur, ouais, avec l'épisode 12 sur Rennes-le-Château, ouais. Et oui, et du coup, oui, pour en revenir à l'ufologie en Russie, ouais, c'est vrai que là, il y a énormément d'histoires étranges et puis surtout le lieu s'y prête aussi. On pense aussi à Tunguska, tous ces trucs-là, tu sais? Où, Bien sûr. on se demande et là qui pour le coup est vrai, tu vois? Il y a vraiment une trace, il y a quelque chose qui s'est passé, quoi? Mmh On mh. ne sait pas Alors pour ceux qui et connaissent pas, c'est un événement qui s'est passé en Sibérie au début, en 1903 ou 1905, hein, quelque chose comme ça, ouais. où, il y aurait eu une explosion si intense qu'à Paris, en pleine nuit, on pouvait lire, son journal, dans les rues de Paris. En tout cas, c'était, tu vois, la légende qui disait ça. Imaginez-vous en 1905, les rues de Paris, c'était encore, éclairé à la lanterne, mais là, il faisait que c'est comme en plein jour Mmh. et effectivement, quand on va sur la zone, de Tunguska, les arbres ont été couchés à des je crois que c'est 40 kilomètres à la ronde, Ah ouais, c'est énorme, ouais. C'est un énorme. truc complètement énorme et en fait, c'est effet domino, c'est-à-dire que on voit une espèce d'épicentre et puis, ils sont tous couchés comme ça, ils ont tous été soufflés, tout simplement. Souffler, ouais, quelque chose. Mais il y a pas de cratère. Donc il y a pas eu d'impact au sol, puisqu'on pourrait dire: «Oui, bah, c'est une météorite, qui» non, c'est comme si il y avait eu quelque chose qui arrivait sur terre, qui allait s'écraser et qui a été détruit in extremis. Mmh. Détruit par qui, par quoi? Bah, c'était pas par la grosse Bertha à l'époque, hein. Donc ouais, ça c'est l'un des gros mystères aussi de Sibérie, ouais Ah oui, puis et c'est non, j'allais dire et puis il y a effectivement aussi en Russie, le col Diatlov, hein, qui continue oui, de faire parler et on essaie de comprendre ce qui s'est passé là-bas avec ces randonneurs, en fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus avec un gars qui avait fait une BD sur le sujet et c'est pareil, ça c'est un terrifiant comme histoire et ouais, là ouais, parce on me demande ce qu'ils ont qu'ils ont vu. ils ont oui, une bête, mais quoi?
Bah, Est-ce que une c'était un bête, homme? mais après ce qui est bizarre, c'est qu'on les retrouve aussi avec des taux de radioactivité, assez hautes, donc putain, Ouais, c'est étrange. après c'est l'origine de la bête, hein. Est-ce que Oui, la parce qu'il y a bête, aussi des histoires de lumière c'est au-dessus ça. la veille, je crois, donc là, tu te dis: «Bon, est-ce que c'est Mmh. lié encore aux ovnis?» C'est vrai que cette histoire, elle est assez fascinante, ouais, et terrifiante. Ouais, complètement. Donc ouais, la Russie, c'est assez riche aussi, effectivement, Et et je crois et qu'il y avait les ouais. astronautes russes aussi, ont ont vu des choses. On sait que les astronautes américains ont vu des choses, hein. Quand je sais plus, quel astronaute, dit, «Houston, le Père Noël existe», Ah oui, oui, le fameux, ouais. Mmh. je sais plus, exactement l'expression, donc ils avaient vu des choses et puis les Russes aussi ont vu des choses. Simplement ça toute cette documentation-là, elle est ressortie finalement, avec la chute du système soviétique. Donc on a eu des informations plus sur le tard, tu vois? À partir des années 90, Mmh. à partir des 90-2000, alors que les l'ufologie américaine, c'est vraiment depuis les années 40 où, on a des infos quoi, 47 à partir des fameux Foo Fighters. Mmh. Donc c'est ils ont plus d'avance, en termes d'information ou de contre-information, Ouais, on le prend comme on mais veut. c'est vrai il y avait eu une histoire aussi, enfin je crois que c'était dans les années 80 si je me souviens bien, où il y avait des gamins qui avaient dit avoir vu, alors là, c'était vraiment des enfants qui avaient dit avoir vu un ovni se poser dans un parc, alors je sais plus où en Russie, il faudrait regarder, et qu'ils y auraient vu en fait des grandes créatures qui faisaient, je crois, 3 mètres de haut avec des yeux rouges. Hem, Tu vois? Et tu dis: «Mais là, c'est des gamins qui voient ça et qui racontent tous la même chose», tu vois? Alors, est-ce que c'est un cas d'hystérie collective des gamins ou autre? Mais en tout cas, c'était, il y a énormément d'infos là-dessus, vous regarderez, c'est assez intriguant comme, Mmh. comme histoire. Ce qui rappelle un peu l'histoire des gamins, en Afrique, là, j'ai oublié, qui avaient aussi vu soi-disant un vaisseau, se poser dans la cour de l'école. J'ai oublié le nom de ce truc, mais ouais, c'est très étrange. Très étrange. Mmh. Ah bah, il y a beaucoup de cas, c'est vrai qu'on focalise énormément sur, encore une fois, hein, sur l'ufologie, américaine. Américaine? Mais il Mmh. y a pas de raison que dans n'importe quel pays du monde, il y ait pas de l'ufologie. Simplement, c'est pas bah, déjà, les gens ont pas forcément la même approche. C'est vrai qu'en Afrique, elle est très animiste, donc tout ce qui est esprit, et cetera, pour eux, ça existe, donc une manifestation OVNI, finalement, c'est peut-être pas une manifestation d'esprit pour eux. Mmh. Heu, voilà. Donc c'est pour ça qu'on en parle peut-être moins, mais il y a pas de raison que ça existe pas, hein. Ouais, c'est ça, puis Bah, après, c'est vrai que Russie, Chine, c'est quand même des pays qui sont assez fermés, tu vois? Donc c'est un peu plus compliqué. Les États-Unis, après, ils ont un peu tendance aussi, tu vois, à un peu extrapoler les trucs, en faire du cinéma, en faire des, tu vois, tout plein d'histoires et autres. C'est pour ça qu'on connaît, Roswell, on connaît, enfin, tu vois, tous ces bien grands sûr. cas américains, Et si plus tu vas que en Australie, du côté des aborigènes, il y a quand même aussi un certain nombre de légendes, qui sont voilà, sur la fameuse pierre rouge, et les qui est gravures assez là, oui, avec les, je sais plus comment ça s'appelle ça, ouais. Heu, oui, il y a des gravures où on voit des personnages avec des étoiles ou je sais pas quoi, oui, voire même avec mmh, des casques, tu as l'impression de voir mmh, des cosmonautes et puis même tout leur, leur cosmogonie, elle tourne, quand tu étudies la cosmogonie des aborigènes, beh, tu as l'impression là aussi de lire un livre de SF quoi, qui mmh. des dieux venus du ciel, mais avec des vaisseaux. Ah, Bah, c'est vrai que ceci dit, c'est en France, je suis retombé, tiens, il y a pas très longtemps, c'est sur le texte d'Hénoch, du livre d'Hénoch, qui est un des livres, apocryphes de la Bible. Bah, le livre d'Hénoch, quand tu commences à lire les premiers chapitres, bah, il parle de, comment dire? De personnes dans le ciel qui arrivent sur leurs roues ardentes, et cetera, dans un vacarme, assourdissant. Tu te dis: «Mais il est en train de décrire quoi là? Un vaisseau spatial?» Et c'est voilà, c'est dans la littérature,
française. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été mis en livre apocryphe, le livre d'Hénoch, Mmh. parce que parce que là, on était trop dans l'ufologie, bon, alors vraiment décrite, si tu connais pas ou si vous connaissez pas, tes amis, Ah oui, je crois que c'est vraiment dans tous les chapitres du livre d'Hénoch. j'en ai entendu parler justement parce que j'ai lu là dernièrement, ce livre-là, de Luc Marie, «Les ovnis viennent-ils du Mmh. futur?» et justement il en parlait ju de ces roues ardentes et de tout ce qu'on peut Ah, retrouver les roues dans ardentes, ouais, dans le c'est passé et il en vient à la conclusion que potentiellement ça pourrait être en fait notre nous du futur. Ça, je trouve ça assez intéressant comme théorie, qui reviendrait visiter, en fait, le passé, mais qui pourrait pas entrer en contact avec nous sous potentiellement, peine de modifier, comme tu l'as dit de tout à l'heure, au début, le futur, tu vois? C'est-à-dire que tu rentres en contact avec quelqu'un, bah, ouais, tu vas y apporter quelque chose, tu vas modifier leur façon de voir et du coup, ils voilà, c'est pour ça qu'ils apparaissent comme ça, sans forcément chercher à rentrer en contact et c'est assez passionnant, de se dire que, ben, ça pourrait être en fait l'humanité du futur qui viendrait tout à fait. revisiter, le monde d'avant. Ah oui, mais dans les théories d'ufologie, c'est pas forcément des petits gris ou des grands blonds ou quoi que ce soit qui viendraient d'Aldébaran, de Cassiopée ou Mmh. ou d'ailleurs, hein. Ça pourrait être tout simplement nos descendants, donc du futur, qui viendraient juste, faire un peu de tourisme historique. Ouais, c'est ça, carrément, ouais. C'est, et à un moment donné, il explique d'ailleurs quelque chose d'intéressant, c'est que scientifiquement, apparemment, le futur, physique de l'humain, ça serait de perdre ses cheveux, ça serait d'avoir une boîte crânienne un petit peu plus, grosse et du coup, on en revient quasiment à ce qu'on imagine comme étant des extraterrestres, tu vois? Donc, est-ce que notre nous du futur qui vient nous visiter ne serait pas, Ouais. complètement différent et qu'on le prendrait j'ai trouvé ça fascinant en fait, de Quand je te ce dis qu'on perd nos poils, oui voilà, tu vois? C'est qu'on on va continuer. on va juste continuer. Et puis pour continuer sur la comment dire? Les mystères UFO, dans le numéro 6. Voilà, la suite, pour ce numéro 6, eh bien, c'est dans quelques instants. Il vous suffira, soit de cliquer sur le lien qui vous envoie directement sur la deuxième partie, soit si vous regardez l'émission en direct, ce soir, samedi soir, il vous faudra attendre mercredi pour avoir la suite. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. À très bientôt sur Miasme TV et n'oubliez pas aussi, d'aller, jeter un coup d'œil sur la chaîne de Damien, La Séance de Minuit et de vous y abonner. Ciao, ciao.